Donc, bienvenue à tous pour cette dernière session en fait du randonnée avec les présentations finales aujourd'hui. Et comme je l'ai annoncé, on a beaucoup de présentations. Du coup, on va faire 3 sessions parallèles. En guise d'amorce, je voudrais revenir sur le randonnée et faire un petit bilan de ce qui a été fait cette année. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, Oui, super. Donc, les 100 jours de randonnée, donc voilà, les co-organisateurs de cette année 2022, bon, il y avait Ivado, puis chez Ivado, Barbara et moi étions responsables du randonnée. Il y avait le CRDM et notre interlocutrice, c'était Amna Abderrazak. Et chez l'Institut Montfort, notre interlocutrice était Josette René Landry. Donc ça, c'est vraiment les co-organisateurs. Et on a aussi eu le soutien du secrétariat aux relations canadiennes, du parcours Continuum et de Corbit. Donc, on remercie tout le monde, à la fois pour la co-organisation puis le soutien. Pour faire un récapitulatif de ce que c'est que les 100 jours de randonnée, donc je vous rappelle, c'est une formation de 100 jours, comme son nom l'indique, en analyse computationnelle. Et cette année, il y avait 14 ateliers de 2 heures chaque semaine, 4 webinaires, donc un sur les scènes pratiques, un sur la science ouverte, un sur l'éthique et un sur la collaboration. Nos randonneurs, randonneuses avaient accès à du mentorat et on a eu la joie d'avoir avec nous 12 mentors et ils avaient l'opportunité de choisir entre 2 langages, R ou Python. Et ce qui était intéressant dans cette cohorte 2022, c'est qu'il y avait vraiment tous les niveaux et on a planifié en fait comme deux formations un peu parallèles, une pour le niveau débutant et une pour le niveau intermédiaire avancé. Et nos randonneurs avaient également la possibilité de s'entraîner et de renforcer leurs apprentissages avec la plateforme Corbit. Toutes ces ressources-là, ces ateliers, ces webinaires, les collabs sont librement accessibles en fait à partir de la chaîne YouTube d'Ivado. Donc, c'est vraiment une grande source de richesse pour la communauté. Et puis, tout était en français. Donc, ça, c'était aussi un plus parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais sur le web, pas tellement en français. Donc, du coup, ça enrichit cette possibilité. Ensuite, pour vous présenter un petit peu nos participants, on a eu 85 inscriptions diversifiées cette année. On a eu des étudiants, des professionnels, soit de la recherche, soit de l'industrie, même certains professeurs. On a eu aussi des apprenants qui venaient en fait partout au Canada, principalement Québec et Ontario, et quelques apprenants à l'international, France et Maroc majoritairement. Et on était très, très contente parce qu'on a eu 46% de femmes, ce qui est quand même un beau record dans ce domaine. Donc, comme vous l'avez vu, c'est vraiment un événement qui est fédérateur et qui propose un accompagnement diversifié pour les apprenants. Bien sûr, donc les présentations finales, à la fin de ces 100 jours, les randonneurs, randonneuses vont présenter en fait tous leurs projets parce que c'est un apprentissage par projet. On a eu 2 sessions mercredi dernier, le 6 avril, et là, on a 3 sessions le 13 avril. Il y a 46 inscrits pour les présentations finales, ce qui est remarquable. Et l'équipe d'animation pour ces présentations est assurée par l'équipe d'Ivado. Donc, merci à tous d'avoir accepté. Et voilà, il y a 3 jurys par session, donc un total de 15 jurys, ce qui est quand même assez formidable. Donc, simplement, pour rappeler à tous les modalités de présentation, donc c'est une présentation qui est orale avec un support visuel, PowerPoint généralement. Pour les présentations individuelles, c'est 7 minutes de présentation plus 2 minutes de questions. Et pour les groupes de 2, parce qu'ils avaient aussi la possibilité de présenter en groupe s'ils voulaient, c'est 10 minutes pour les présentations plus 3 minutes de questions. Donc, il y aura un jury et du public. Et puis, c'est en ligne sur Zoom, là où on est actuellement. Et je voulais aussi rappeler aux modérateurs, il y a une possibilité pour le public de voter. Donc, le jury va faire sa sélection pour la meilleure présentation, mais aussi le public peut voter avec le formulaire qu'il faut copier-coller dans le chat dans vos sessions au début et à la fin de la séance. À la fin, donc, tout ça pour en fait simplement une remise de prix. Donc,
d'abord, ce qui est important de dire, c'est que tous les participants vont recevoir un certificat de participation aux randonnées suite à leur présentation. Et on va avoir aussi 4 prix qui vont être remis par l'Institut du Savoir Montfort. Le premier prix, c'est le prix du jury, donc $300. Le deuxième prix, le prix du public, $200. Le troisième prix, c'est le prix de la meilleure progression, $150. Et le quatrième prix, prix du ou de la randonneur, randonneuse ayant le plus aidé la communauté, $100. Donc voilà, à la fin de chaque session, on va avoir un petit formulaire pour voter. Enchantée à tous et puis bonne chance pour les randonneurs qui vont présenter leur projet ce soir. Donc, je me présente, je m'appelle Barbara Dessel, je suis la fondatrice de Randonnée, donc ça me fait très plaisir de voir ce que vous allez accomplir ce soir. Avant de commencer, je vais demander aux membres du jury, qui sont 3, de se présenter très brièvement. Donc, Vladimir, si tu veux dire un petit mot. Oui, bonjour, je m'appelle Vladimir Renard, je suis professeur d'informatique et surtout de bioinformatique à l'UQAM depuis 2020. C'est suffisant, Barbara? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Parfait. Vladimir. Donc, on a aussi la présence de Robert Avram. Bonsoir à tout le monde, je suis Robert Avram, je suis cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie de Montréal et je partage mon temps à 50% à faire la recherche en intelligence artificielle. J'ai été formé à Stanford et à San Francisco à UCSF. Enchanté tout le monde. Merci beaucoup, Robert. Et on va finir avec Tommy de la Robille, qui est un de nos partenaires Corbit. J'ai vendu la mèche. Tout à fait, j'ai presque plus rien à dire. Donc, bonsoir tout le monde, mon nom c'est Tommy. Je suis le designer produit senior chez Corbit et je suis excité de voir en fait comment Corbit a pu vous aider à atteindre cette journée de présentation. Merci à tous. Alors, là, je vais vous partager donc, le formulaire pour le vote du public, parce que je rappelle qu'il y a un prix qui va être attribué par les jurys et on en a un autre qui va être attribué par le public. Donc, si à tout moment, vous allez pouvoir voter en cliquant sur ce lien. On sait que vous n'allez pas pouvoir voir toutes les présentations, mais si parmi celles que vous avez vues, il y en a une qui vous plaît plus, on vous encourage à voter pour cette présentation. Enfin, très rapidement, je vais vous rappeler le format. Donc, pour les personnes qui vont passer de façon individuelle, il s'agit de 7 minutes de présentation et de 2 minutes de questions. On encourage les jurys à poser leurs questions, vu que c'est eux qui vont vous évaluer. Mais après, les questions du public sont évidemment les bienvenues. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc, je vais laisser la parole au premier randonneur. Donc, c'est Chris Carell Kegneson. Et j'espère que j'ai bien prononcé. Elle va nous présenter son projet sur la disparité salariale. Chris Carell, c'est à toi. Parfait. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Parfait. Oui. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Chris Carell Kegneson. Je suis associée de recherche à l'ISM. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit projet de randonnée sur la disparité salariale. Donc, au niveau du plan de présentation, c'est un plan de présentation très simple. Donc, je vais introduire mes données, présenter mes objectifs de data track, puis vous montrer ce que j'ai fait un peu avec mes données quant à l'analyse ou le modèle de prédiction que j'ai utilisé avant de conclure. Donc, au niveau des données, j'ai utilisé une base de données qui provient de CountGo dans le Adult Census Income, qui est un jeu de données qui est tiré d'un census, d'un recensement qui a été réalisé aux États-Unis en 1994. Et le but de ce jeu de données-là était effectivement de prédire si les personnes avaient un revenu au-dessus de 50 000 $. Donc, moi, je me suis intéressée plus particulièrement à certaines variables et je voulais vraiment regarder s'il y avait une disparité salariale entre les différents groupes de la population et également tester un modèle de prédiction. Donc, moi, mon objectif avec le randonnée, c'était vraiment de m'initier à Python, machine learning, codage, puis comment visualiser les données. J'ai très peu d'expérience en analyse de données avec ce langage de programmation Python. Je suis beaucoup plus habituée à SPSS. Donc, je voulais un peu voir comment est-ce que Python est, comment est-ce que ça fonctionne, puis si c'est similaire à ce que je connais ou complètement différent. Puis oui, c'était complètement différent. Donc,
je vais commencer par présenter mon jeu de données. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un jeu de données avec 15 variables. Il y a eu plus de 48 000 personnes qui ont complété, je dirais, le recensement, ou du moins les données proviennent de 48 000 personnes différentes. Donc, lorsque j'ai commencé par visualiser mes données, je voulais savoir s'il y avait des valeurs manquantes, puis quelles étaient mes variables. Donc, ma liste de variables est ici. J'ai des variables en continu, mais également des variables catégoriques. Selon ce tableau ici, je n'avais pas de données manquantes. J'ai essayé de voir vraiment si effectivement le tableau était bon, puis effectivement, il n'y avait pas de données manquantes, mais j'ai trouvé cela bizarre parce que dans la base de données, il y avait des lignes avec des points d'interrogation. Puis je ne savais pas comment coder ces points d'interrogation-là pour que ça devienne des données manquantes lorsque je faisais ma programmation. Puis, ça m'a pris beaucoup de temps à figurer comment le faire. Donc, j'ai d'abord commencé par tout simplement regarder la fréquence pour chaque variable pour voir si dans chaque variable, il y avait des données manquantes. Par exemple, ici, pour la classe de travail, oui, il y en avait. Mais finalement, j'ai pu trouver un code qui me permettait vraiment de déterminer ou du moins d'identifier les variables avec des points d'interrogation. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 variables ici. La classe de travail, le métier en particulier, puis le pays d'origine où il y avait des données manquantes. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai modifié le point d'interrogation par NaN, puis après, j'ai décidé de supprimer les lignes avec des données manquantes. J'aurais pu remplacer les données manquantes par exemple, le mode, donc la variable, la catégorie dans la variable qui revient le plus, parce que là où j'avais les données manquantes, c'était des variables catégoriques, mais j'ai tout simplement décidé de supprimer ces lignes-là parce que j'ai jugé que bon, le jeu de données était assez gros. Donc, quand j'ai supprimé certaines lignes avec des données manquantes, je me suis retrouvée avec 45 000 lignes restantes. Donc, c'était considérable. Puis, j'étais intéressée par certaines variables en particulier. J'en ai supprimé quelques-unes. J'ai notamment supprimé 3 variables. Il y en avait une qui s'appelle Financial Weight, si je ne me trompe pas, qui est une valeur qu'attribue le gouvernement américain apparemment à chaque individu, dépendamment de son revenu. Puis j'ai également supprimé Capital Gain, puis Capital Loss. Donc, je suis restée avec quelques variables en continu et quelques variables en catégorie. Dans ce jeu de données-là aussi, les variables en catégorie avaient énormément de sous-groupes. Par exemple, au niveau de l'éducation, il y avait tellement de sous-groupes différents. Puis les sous-groupes, parfois, c'était est-ce que la personne a juste complété le niveau première année du primaire ou 6e année du secondaire. Donc, j'ai recatégorisé certaines variables pour un peu uniformiser mon jeu de données, mais aussi parce que certains sous-groupes de ces variables-là avaient une très faible taille d'échantillon. Par la suite, je voulais voir un peu au niveau de la disparité s'il y avait des différences entre mes groupes ou du moins quelles étaient les variables qui étaient associées aux revenus. Et puis, j'ai remarqué que toutes les variables, en fait, dans ce jeu de données-là, ou du moins toutes les variables en continu, étaient associées aux revenus. Donc, le genre avait un impact, la race avait un impact, le niveau d'éducation, le statut matrimonial ou encore le groupe de travail avaient tous un impact sur le revenu des individus. Au niveau des variables continues, je les ai également visualisées un peu, voir c'était quoi les moyennes de ces groupes-là. On avait particulièrement l'âge ou le nombre d'années fréquentées ou le nombre d'heures travaillées par semaine qui seraient des variables quand on y pense qui pourraient influencer le revenu. Puis j'ai également regardé la corrélation entre ces variables continues. Il n'y en avait pas. Puis j'ai voulu effectuer un test de Student pour voir s'il y avait une association entre ces variables continues et le revenu. Mais j'ai réalisé très rapidement que dans mon jeu de données, ou du moins les variables continues n'étaient pas normalement distribuées. Et pour le test de Student, c'est une hypothèse qui est importante à avoir, donc que les données soient normalement distribuées. Donc, j'ai juste effectué un autre test non paramétrique pour déterminer s'il y avait une association significative entre le revenu et toutes mes variables continues. Et effectivement, il y en avait une.
Donc, par la suite, j'ai essayé de faire un modèle de prédiction dont j'ai fait une régression logistique. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai converti mes variables catégoriques en des chiffres. Et puis, j'ai séparé mon jeu de données en entraînement 70%, puis test. Puis, lorsque j'ai testé mon modèle avec les données d'entraînement, j'avais une précision de 81%. Puis, au niveau de test, j'avais une précision de 82%. Donc, mon modèle était assez bon. Par la suite, je me suis questionnée à savoir, est-ce que le fait d'avoir supprimé certaines données comme le capital gain, capital loss ou le financial weight d'un individu, est-ce que ça avait vraiment un impact sur mon modèle de régression? Donc, si j'avais inclus ces variables-là, est-ce que mon modèle aurait été mieux? Et légèrement, la précision du modèle avec toutes les variables contenues dans ce jeu de données-là était un peu plus élevée, mais pas tant que ça. Donc, j'ai jugé que j'ai jugé que mon modèle était performant avec les variables d'intérêt que j'avais sélectionnées et que le fait d'avoir supprimé ces variables-là avait très peu d'impact sur mon modèle de précision. Au niveau des perspectives, ce que j'aurais aimé faire ou continuer à faire, c'était vraiment d'inspecter les sous-groupes de mes différentes variables, de voir par exemple dans mes variables où il y avait beaucoup de sous-groupes, par exemple au niveau de l'éducation, est-ce que par exemple, quelqu'un qui a un doctorat, il est plus enclin à avoir un revenu supérieur à 50 000 versus quelqu'un qui a juste un niveau secondaire. Donc, aller chercher cette information-là pour tous les sous-groupes, puis également voir la contribution de chaque variable dans le modèle. Est-ce qu'en enlevant une variable, mon modèle serait moins précis? Que l'autre. Je l'ai testé avec les variables que j'avais supprimées, mais j'aurais aimé voir cela pour chacune des variables, puis aussi comparer avec les différents autres types de modèles de machine learning qui existent. Merci Donc, beaucoup, Chris. Donc là, je voulais te laisser aller jusqu'au bout de ta conclusion. Le temps est écoulé. Je pense que tu as quand même pu nous présenter l'ensemble de ton projet. oui. Donc, on va passer aux questions tout de suite. Donc, est-ce que parmi les membres du jury, on a quelqu'un qui souhaite poser une question? Oui, merci beaucoup, Chris, pour cette présentation. C'était vraiment intéressant. As-tu deux questions? Un, as-tu pensé regarder la contribution de chaque variable en termes de production, voir qu'est-ce qui a influencé le plus la performance? Puis, deuxième question, as-tu dérivé des intervalles de confiance de 95% autour de ta précision pour voir à quel point, dans le fond, tes données étaient représentatives là, dans le set de tests et d'entraînement? C'est deux très bonnes questions. C'est effectivement des choses que j'aurais aimé faire. Je les ai probablement testées, mais je n'ai pas rapporté. Pour la première question qui était d'aller voir la contribution de chaque variable au modèle, comme je l'ai mentionné dans ma conclusion, c'est quelque chose définitivement qui m'intéresse et puis que je vais continuer à faire parce que ce jeu de données-là était très intéressant à regarder. Pour ce qui est de la deuxième question, effectivement, aller chercher l'intervalle pour voir si le modèle était si bon que ça. Malheureusement, je ne l'ai pas fait ou du moins, je ne l'ai pas rapporté. Mais oui, c'est intéressant à aller voir. Merci beaucoup, Chris. Est-ce qu'il y a une dernière question? Juste une petite question rapide. Merci d'abord, c'était très clair. Juste pour savoir, pourquoi tu utilisais le data américain 1994 et pas Canada ou StatCan, qui est un super API d'ailleurs? C'est une très bonne question. Pourquoi ce jeu de données-là? Je pense que c'était juste un choix personnel parce que j'ai trouvé ce jeu de données-là. Puis j'étais vraiment intéressée par la disparité. En fait, ce qui m'intéressait, c'était que j'avais un débat avec mon conjoint en fin d'exemple, puis on parlait de disparité salariale. Je me rappelle, on a passé près de 3 heures à chercher quels étaient les facteurs qui influençaient. Puis je me suis dit, si je participe à une randonnée, pourquoi ne pas regarder définitivement ça? Puis c'est ça qui avait fait en sorte, en fait, que je choisis ce sujet-là. Puis honnêtement, je suis juste tombée sur le jeu de données au hasard, puis ça avait plusieurs des variables dont mon mari et moi on avait discuté. C'est tout simplement pour ça que je l'ai utilisé. C'est une très bonne raison. Merci beaucoup.
En tout cas, je voudrais te féliciter, Chris. C'est vraiment du beau travail. Je sais que c'est exigeant, surtout quand on débute. Donc, bravo et félicitations. Merci. Et là, on va passer donc à la présentation de Mathieu Pierre. Voilà, bonjour. C'est bon? Tu peux y aller. D'accord. Bonjour tout le monde, je suis Mathieu Pierre. Donc, je suis chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti. Donc, pour ces data près, j'avais comme mentor Francis Banville. Donc, j'avais choisi de travailler donc, sur l'abondance des picoécaryotes, qui sont des phytoplanctons. Donc, ce jeu de données n'a rien à voir avec ce que je fais dans ma vie professionnelle, mais je suis intéressé par tout ce qui est en rapport avec la perte de biodiversité, les changements climatiques. Donc, vous savez que donc, le biome marine représente à peu près 60%, 71% de la surface terrestre. Au sein de ce biome, 30% de dioxyde de carbone sont produits par des activités anthropogéniques qui sont absorbées donc, par la mer. Et 50% de la biomasse primaire aussi sont produits donc, par les êtres vivants qui sont au-dessus de ces océans. Donc, je me suis intéressé plus spécifiquement par les picoécaryotes, donc qui font partie des phytoplanctons. Donc, ce sont des planctons donc, qui sont capables parfois de faire de la photosynthèse, par exemple. Les PPE, que j'appelle photosynthétiques picoécaryotes, donc dans la présentation, je vais les appeler PPE. Donc, ce sont des organismes photosynthétiques eucaryotes, donc leurs cellules donc, mesurent moins de 3 micromètres. Donc, ils sont les principaux contributeurs de la biomasse au sein de l'océan. Donc, et ils participent aussi dans le recyclage des nutriments et ils jouent un rôle majeur dans la production du carbone dans l'écosystème aquatique. Donc, comprendre comment ces micro-organismes fonctionnent, c'est un bon clé pour pouvoir donc prédire les changements dans l'écosystème qui est très, très, très crucial. Donc, l'objectif, c'est essayer de déterminer l'abondance des PPE dans les microbiomes océaniques et essayer de voir quels sont les effets des différents facteurs environnementaux sur leur abondance et ainsi voir les distributions aussi au sein de l'océan. Donc, pour cela que j'ai utilisé un jeu de données qui vient de Taraz Océan. Donc, vous pouvez trouver sur ces liens. Donc, c'est des données issues du séquençage métagénomique, donc avec plusieurs facteurs et plusieurs espèces phytoplanctoniques. Donc, j'ai extrait donc, ces jeux de données certaines variables qui sont intéressantes, comme par exemple les différents facteurs environnementaux, comme la profondeur, la concentration en oxygène, etc., pour pouvoir faire une analyse, pour voir quels facteurs qui agissent sur l'abondance. Pour cela, j'essaie de voir quel rapport, que représentent les PPE qui sont des phytoplanctons photosynthétiques, qu'est-ce qu'ils représentent au sein de la biome. Donc ici, vous pouvez voir que donc, les PPE, ils sont très minimes, donc ils représentent une partie très faible donc, au niveau de tous les échantillons. Mais par contre, leur importance au niveau de la biome, c'est très important. Pour cela, j'essaie de voir quels paramètres environnementaux qui agissent sur leur abondance. Ici, on peut voir que seulement la profondeur qui semble agir, donc qui diminue négativement donc l'abondance des PPE. Donc, à force qu'on descend en profondeur, on voit que l'abondance des PPE diminue
Donc, on voit qu'il y a une significativité avec une probabilité qui est inférieure à 0,05. Donc, pour cela, je voulais voir est-ce qu'il y a une collinéarité entre ces variables. Pour cela, donc, je fais un corrélogramme pour voir quelles sont les variables qui agissent entre eux. Donc, c'est vrai, ici, on voit que le PO4 et NDO3, donc, il y a une collinéarité, mais par contre, quand je regarde ici, donc, je ne vois pas vraiment une très grande différence donc, dans l'abondance. Donc, il n'y a pas vraiment une diminution. Pour cela, je voulais voir aussi comment que les PPE sont distribués. Donc, étant donné dans mon jet de données, j'avais donc des coordonnées géographiques. Pour cela, j'ai essayé de plotter pour voir comment que les PPE sont distribués. On peut voir donc ici, donc là où la corrélation est plus foncée, on peut voir qu'on a beaucoup plus de PPE vers donc l'Amérique du Sud et aussi tout proche du continent africain là aussi. Donc, en conclusion, c'est vrai, c'est un sujet qui me passionne, mais je vois que donc, les PPE, ils représentent une fraction très minime au sein de la communauté des phytoplanctons, mais par contre, ils jouent un rôle très important aussi dans l'absorption des CO2. Et on voit que donc, la profondeur agit de manière négative donc, sur l'abondance des PPE. Donc, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'était essayer d'extraire beaucoup plus de données et d'essayer de faire donc, un ACP pour voir donc, quels sont les paramètres qui agissent en plus profondeur sur la distribution des PPE. Donc, je remercie mon mentor Francis et merci à Dr. Lionel Derilus et merci à l'équipe de rendre des données et merci à Continuum aussi qui m'a permis donc, de faire cette expérience. Pour vous dire qu'au début, je ne connaissais rien dans R. Donc, c'est dans cet espace de 100 jours que j'ai appris plein de choses dans R, donc, qui m'ont aidé vraiment à pouvoir faire une analyse de données plus facile maintenant. Merci. Bravo, merci beaucoup Mathieu et Pierre. On va passer aux questions maintenant. Merci beaucoup. Si je peux commencer. Merci beaucoup Mathieu, c'était super intéressant. C'est un sujet que je ne connaissais pas. Donc peut-être des questions plus sur le système en tant que tel. Parce que tu mentionnes qu'environ 75% de la planète, c'est de l'eau, puis tu as environ 35 data points là-dessus, dont un qui a 30% des ressources. Donc, est-ce que tu penses que c'est représentatif un petit peu de l'État? Et puis, sinon, combien tu penses? Tu dis qu'il faudrait plus de data. Sinon, combien de data est-ce que toi, tu serais content pour dire on peut finalement avoir une idée vraiment de ce qui gouverne les PP? Alors, en fait, c'est des données issues de métagénomique. Donc, c'est vrai que j'avais une centaine d'observations. Moi, je pense, si je pouvais cumuler, aller plus 200, 300, ça pourrait être plus intéressant. C'est vrai que je vois une tendance là, mais ce serait intéressant donc de prendre beaucoup plus de données pour voir si cette tendance eh bien, reste inchangée. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour Mathieu? Je n'en vois pas. Donc, nous allons passer à la prochaine personne. Donc, ça va être au tour de Ursula Dika qui va nous présenter son projet sur la COVID-19. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'aurai un petit délai, je vais le partager. J'aurai un petit délai en fait entre le fait que ça apparaisse et que vous puissiez le voir. Je ne sais pas si vous voyez. On voit ton écran, Ursula. Merci d'avoir prévenu pour le petit délai. Ça va être pris en compte. Merci beaucoup. Donc, en fait, mon sujet va vraiment porter sur la morbidité maternelle et fœtale pendant la pandémie de COVID-19 dans une unité d'obstétrique. Attends, Ursula, on voit juste la moitié de ton écran. Oh non, attendez. Est-ce que là, vous voyez? Non. Oh,
Excusez-moi. Très bizarre. Donnez-moi juste un instant. Vous me direz, j'ai refait un partage. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, là, c'est très bien. C'est beau. Oh, je suis vraiment désolée. Il n'y a aucun souci. On te laisse repartir. Ok, d'accord. Je vais juste retourner. Donc, comme je disais, en fait, mon projet va porter sur la morbidité maternelle et fétale dans une unité d'obstétrique pendant la pandémie de COVID-19. Le plan de la présentation, c'est vraiment basé sur ce qu'on nous a demandé en fait durant la randonnée. Donc, je vais me présenter, je vais présenter mon jeu de données, le contexte, la question de recherche et les méthodologies en fait que j'ai pu utiliser. Je vais vous présenter les résultats, ensuite les perspectives et puis mon mot de la fin. Qui est-ce que je suis? En fait, je suis une associée de recherche à l'Institut du Savoir Montfort. L'Institut du Savoir Montfort, c'est un institut de recherche qui est affilié à l'hôpital Montfort qui est à Ottawa. À la base, dans mon parcours académique, je suis médecin de formation avec une maîtrise en sciences biomédicales, option recherche clinique que j'ai faite à l'Université de Montréal. Et mon projet de mémoire, c'était au CHU Sainte-Justine. Donc, vous comprenez mon intérêt pour l'obstétrique et pour la médecine de famille. Je dois dire que j'étais novice dans R, dans l'écriture en R, donc ça a été vraiment un gros parcours pour moi et donc c'est juste un début de parcours qui va continuer dans le temps. Le jeu de données, en fait, la source de mon jeu de données, ce sont vraiment des données administratives du centre familial de naissance de l'hôpital Montfort. Le centre familial de naissance, en fait, c'est une maison de naissance en fait, qui a une désignation de soins 2A. Donc, ça veut dire qu'en fait, les niveaux de soins pour les nouveau-nés, c'est des nouveau-nés dont l'âge gestationnel est inférieur ou égal ou supérieur à 34 semaines et le poids de bébé est égal ou supérieur à 1800 grammes. Je préfère le préciser pour l'expliquer un peu plus tard. Donc, mon jeu de données avait 3136 observations, donc ce sont des accouchements, et 24 variables. C'est quoi le contexte, en fait? Comme vous savez, la pandémie de COVID-19 a été déclarée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 11 mars. Et donc, qu'est-ce que ça a impliqué? Ça a impliqué un accès réduit aux soins de santé et des mesures d'isolement pour les mères et les nouveau-nés. Mais on sait très bien qu'une femme qui est enceinte, elle a besoin de soins prénataux, elle a besoin de soins, elle a besoin de se rendre à l'hôpital pour accoucher, elle a besoin de soins postnataux. Donc, quand ces patientes se retrouvaient, venaient à l'hôpital, elles étaient en fait classifiées par niveau de risque en fait de COVID. Et comme vous le savez, il y a des personnes qui portent la COVID qui sont asymptomatiques. Donc, c'était assez difficile de pouvoir les catégoriser en fait par niveau de risque parce que justement, certaines étaient asymptomatiques. C'est quoi ma question de recherche? Alors, ma question de recherche, c'est vraiment de savoir est-ce que l'environnement hospitalier, donc la COVID-19, durant la COVID-19, a eu un impact finalement sur cette morbidité, sur la santé maternelle et fétale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer en fait, j'ai comparé les taux de morbidité maternelle et fétale pendant la pandémie à une période similaire à avant la pandémie. Donc, en fait, dans mon jeu de données, j'ai deux périodes. J'ai du 30 avril au 30 octobre 2019 et ensuite du 30 avril au 30 octobre 2020. Je vais comparer ces deux périodes-là. Je vais les comparer pour des raisons de randonnée, le temps, des variables d'intérêt, donc le type d'accouchement. On sait que des accouchements par césarienne supposent justement une issue périnatale qui est moins intéressante pour la maman et parfois pour le bébé. On va comparer le poids du nouveau-né à la naissance. Retenez que quand le poids est inférieur à 2500 grammes, en fait, on a un bébé qui a un petit poids à la naissance. Et on va comparer l'âge gestationnel accouchement. Donc, à combien de semaines la maman elle accouche? On parle de prématurité quand l'âge gestationnel est inférieur à 37 semaines. Et 37 semaines et plus, on est déjà dans un âge gestationnel normal. Quelle est la méthodologie? Comme je vous dis, j'étais novice en R, donc ça a été un gros travail de nettoyage de données parce que ma base de données était en Excel, donc il fallait, ça m'a pris énormément de temps de faire du pré-traitement de données. Je vais vous épargner les détails, donc j'ai dû renommer les variables, les recatégoriser avec les différentes fonctions que j'ai énumérées, les différents packages que j'ai énumérés, créer des sous-systèmes, traiter des données manquantes et modifier aussi l'ordre des données parce que, comme je vous ai dit, j'avais 24 variables, mais j'avais quelques variables d'intérêt. Les tests statistiques que j'ai utilisés de visualisation, vous allez les voir plus tard. Donc, le test T de Student avec des diagrammes de densité pour pouvoir comparer les moyennes, des calculs de fréquence, des diagrammes en bâton et en barre et des histogrammes. J'ai utilisé beaucoup de ggplot. Ici, en fait, voilà, je vais directement au résultat, c'est les accouchements par période. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, dans la première période avant la pandémie, en fait, on avait
on a environ 1000, je n'ai pas mis le nom, mais on a environ 1300 accouchements. Et ici, on a environ aussi une différence en fait de 20 accouchements en moins dans la période pandémie. J'ai essayé de mettre la distribution par âge pour que vous puissiez voir qu'au niveau de la population et des caractéristiques sociodémographiques des mères, elles étaient quand même similaires. C'est-à-dire que les femmes de moins de 35 ans et plus de 35 ans, et il y avait la même distribution. L'année 0, c'est 2019. L'année 1, c'est de 2020. Donc, en fait, la population est quand même comparable. J'ai gardé ici les données manquantes et je vous expliquerai pourquoi. Je voudrais juste que vous puissiez noter que les données manquantes ici, c'est 2020. Okay? Pareil, j'ai gardé les données manquantes ici pour les modalités d'accouchement. Alors, comme je vous ai mentionné, l'accouchement par césarienne, ici, en fait, ça montre en fait une issue périnatale qui est plus importante. L'accouchement par césarienne ici est codé 3. 1, c'est vraiment un accouchement vaginal, donc naturel. 2, c'est un accouchement vaginal naturel mais assisté, donc forceps avec des forceps ou une ventouse. Et 3, en fait, je m'excuse, 3, c'est vraiment un accouchement par césarienne. Comme vous pouvez voir, en fait, en 2019, il y a un taux d'accouchement par césarienne même plus élevé qu'en 2020. Donc, en fait, même au niveau de cette issue, on ne voit pas forcément de différence. Je tiens à noter, je n'ai pas mis l'épée. L'épée était supérieure à 0,05. Donc, en fait, pas de différence statistiquement significative. Et ça justifie. Donc, la population, dans les comparaisons, on a les mêmes taux. Ici, l'âge gestationnel, je vous ai mentionné, je tiens ici, préterm, c'est avant les 37 semaines, prématurité. Donc, ici, on parle de la prématurité. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, les taux sont comparables et la prématurité, on n'a pas eu beaucoup, en fait, d'enfants nés avant les 37 semaines. J'ai utilisé justement un diagramme de densité encore là pour comparer le poids à la naissance. Je vous rappelle en fait que 2500 en dessous de 2500 grammes que vous avez là, on parle justement de faible poids à la naissance qui est une issue qui est défavorable en fait pour le nouveau-né. Comme vous pouvez le voir, pour l'année 2019 et 2020, ils sont comparables. Donc, comme vous voyez en fait dans les résultats, il n'y a pas vraiment eu de grosses différences entre les deux périodes 2019 et 2020. C'est quoi les perspectives? Alors, les résultats maternels, selon des études, en fait, justement, les résultats étaient aggravés par la pandémie, soit parce qu'il y avait une augmentation de décès maternels, soit parce qu'il y avait une mortinaissance. La mortinaissance, je ne vous ai pas marqué, il y avait 0 mortinaissance dans les deux périodes dans mes analyses. Soit parce que c'était aggravé par des grossesses extra-utérines, je n'ai pas cette variable-là, la grossesse extra-utérine, ou des dépressions maternelles. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que la dépression, et je tiens à mentionner dans les perspectives l'impact, en fait, je voudrais étudier l'impact en fait de la santé mentale de la mère, parce qu'on sait que justement la COVID arrive en fait avec des défis au niveau de la santé mentale et on n'a pas cette variable-là, donc ce serait intéressant de pouvoir la considérer en fait comme issue défavorable, alors qu'au lieu de rester dans des issues défavorables très obstétricales. J'aurais aimé en fait pouvoir faire une série temporelle. Malheureusement, mon niveau d'apprentissage ne m'a pas permis de le faire. J'ai essayé pourtant. Peut-être parce que notre atelier, justement, avec Randonnée, c'était le dernier atelier sur la série temporelle. Donc, ça aurait été intéressant de pouvoir prévenir, en fait, sur le long terme. Et ensuite, j'aurais aussi, dans perspective future, pouvoir étudier la disparité entre les milieux, les différents milieux à ressources élevées et ceux à faible revenu. Est-ce que ça pourrait avoir un impact? Donc, c'est ça. Je tiens à remercier mon tuteur qui était Francis Banville, mes co-tutorés, donc Mathieu qui est dans la salle, Martin et Joël, Ivado pour cette formation à l'Institut du Savoir Montfort. Merci beaucoup, Ursula. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions pour Ursula? Bravo aussi, oui, effectivement. Il y a Francis qui fait un petit clap de main. Bravo pour tout ce travail. J'imagine que ça n'a pas dû être toujours facile. Donc, non, pas du tout, je confirme. Est-ce qu'il y a des questions pour Ursula? Merci beaucoup, Ursula, pour ta présentation. C'était vraiment intéressant. As-tu une idée sur l'impact de COVID-19 au-delà de 2020? Il n'y avait pas vraiment de traitement à ce moment-là, on n'avait pas de vaccination. Donc, c'est sûr que la COVID-19 avait plus d'impact. Ça semble s'être amoindri avec le temps, avec les traitements, puis avec l'infection qui s'est propagée. As-tu une idée de comment ça se compare par rapport à maintenant? Ou est-ce que tu vois une amélioration dans les derniers mois par rapport au mois initial de la pandémie, pour une période équivalente à 2019? C'est une excellente question et ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais merci de
de faire ressortir ça, c'est qu'en fait, dans ma base de données, idéalement, j'aurais souhaité avoir justement le nombre de personnes qui étaient atteintes de COVID-19. Parce que quand ces personnes arrivaient à l'hôpital, on les testait, malheureusement. Ou alors, on peut arriver très rapidement, hein, donc être près de son accouchement, mais on essayait de voir si les personnes asymptomatiques, on les classait par niveau de risque parce qu'effectivement, il fallait les isoler et prendre certaines précautions pour ne pas contaminer des départements. Donc, en fait, ça aurait été intéressant. Malheureusement, je n'ai pas eu je n'ai pas encore cette donnée-là, donc c'est un travail continu. On a une approbation éthique, on est en train de rechercher ces données, de compiler les données sur les cas de COVID-19, mais ce serait superbement intéressant de les avoir. Une fois que je les aurai, ce serait à ce moment-là intéressant de faire justement des séries temporelles pour pouvoir prévenir, parce qu'on sait qu'on pourrait avoir d'autres vagues de COVID et ça nous permettrait justement de pouvoir comparer les périodes et faire des prévisions sur le long terme avec la série temporelle. L'autre chose que je n'ai pas mentionnée, que j'ai dit quand je vous demandais de faire attention aux données manquantes ici, j'en profite, c'est qu'en fait, on a eu les données manquantes, si vous remarquez, c'était en 2020. Donc, généralement, et ce que ça nous fait comprendre, c'est que quelque part, il y avait probablement le manque de personnel, mais aussi une rapidité d'intervention et des précautions, des fois, à avoir qui faisaient en sorte qu'on n'avait pas le temps de noter toutes les informations nécessaires ou pertinentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. OK, parfait, merci. Je pense qu'on va passer tout de suite à la prochaine présentation. Merci encore, Sheila, et félicitations. Donc, le prochain randonneur à présenter son projet, c'est Guillaume Delauneux. Il va nous présenter son projet qui s'appelle « Identification de vulnérabilité MIC dépendante dans le cancer du sein ». Donc, Guillaume, c'est à ton tour. Oui, bonjour. Partage. Si je mets le mode présentateur, je ne sais pas si vous voyez encore en plein écran ou pas? Non, on voit tes notes. Ah. Tantôt, c'était correct. Voilà. Ouais, ça, c'est beau. Comme ça. OK. Donc, voilà, très bien. OK. Pardon, je vais juste déposer ça. OK, donc bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Guillaume, donc je suis étudiant au doctorat en biologie moléculaire, institut de recherche en immunologie, cancérologie à l'Université de Montréal, dans l'équipe du professeur Philippe Roux. Donc, avant les 100 jours de randonnée, j'avais aucune expérience en bioinformatique, malgré le fait que ça m'avait toujours intéressé. Et du coup, quand j'ai entendu parler du programme, j'ai sauté sur l'occasion pour me lancer dans cette aventure. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire dans le cadre de mon projet de recherche qui, du coup, vise à identifier des nouvelles vulnérabilités, donc potentiellement des nouvelles cibles thérapeutiques qui sont dépendantes de MYC dans le cancer du sein. Donc, MYC, c'est une protéine... MYC, c'est une protéine très importante dans nos cellules qui régule l'expression d'énormément de gènes impliqués dans la croissance, la prolifération et la survie des cellules. La production de la protéine MYC est étroitement contrôlée dans les cellules normales, mais malheureusement, dans les cancers humains, sa production est anormalement élevée, ce qui entraîne une multitude d'effets biologiques qui favorisent l'initiation et la progression du cancer. Donc, ce déréglage, il est lié à un événement anormal qui se produit dans la cellule et qui résulte en une amplification du nombre de copies du gène MYC. Et c'est à partir du gène MYC que sont produites les protéines MYC. Donc, s'il y a plusieurs copies du gène MYC dans les cellules, il y aura une production augmentée de la protéine MYC. Et cette amplification de MYC, on la retrouve pratiquement dans tous les cancers, mais avec mes nouvelles connaissances en R, j'ai pu calculer la fréquence de cette amplification de MYC à travers tous les différents types de cancers. Et on peut voir que MYC en fait, est amplifié dans environ 15% des cancers du sein, ce qui fait du cancer du sein le troisième cancer qui présente le plus souvent cette amplification de MYC. Et donc ici, ce graphe montre la proportion des tumeurs du sein avec une amplification de MYC en fonction du stade d'avancement de la tumeur. Donc on observe que l'amplification de MYC est associée avec la progression de la maladie, ce qui va souvent de pair avec un mauvais pronostic. Donc cela fait de MYC en fait une cible idéale pour le traitement des cancers du sein à mauvais pronostic. Cependant, en fait, cibler directement MYC s'est avéré compliqué pour plusieurs raisons, telles que sa structure protéique,
ainsi que sa fonction importante dans les cellules normales en prolifération. Et donc, il est très intéressant et nécessaire en fait, de trouver des alternatives au blocage de MYC pour obtenir des effets antitumoraux dans les cancers du sein avec amplification de MYC. Et comme MYC en fait, régule l'expression de plein de gènes différents, l'objectif de mon projet est d'identifier des gènes qui sont surexprimés spécifiquement dans les cancers avec amplification de MYC et de sélectionner parmi ceux-là des gènes candidats qui pourraient être envisagés comme cibles thérapeutiques. Donc, pour faire cette analyse, j'ai utilisé une grande base de données rendue disponible par TCGA et qui comporte différentes analyses réalisées sur les échantillons de tumeurs du sein provenant de milliers de patients. Donc, finalement, mon jeu de données est au final assez simple. Donc, j'ai 958 patients en colonne et 56 602 gènes en ligne. Donc, les chiffres représentent l'expression de gènes en nombre de lectures réalisées par un appareil donc, qui, avec des termes plus techniques, va séquencer l'ARN extrait de nos cellules. Mais dans le cas de cette présentation, retenez que plus le chiffre est élevé, plus l'expression du gène est élevée et donc plus le nombre de protéines est élevé, même si ce dernier cas n'est pas toujours vrai. Mais dans un autre fichier, en fait, j'ai l'information de si oui ou non la tumeur du patient a une amplification de MYC. Et donc, très concrètement, le but de mon analyse est de comparer l'expression de l'ensemble des gènes dans les échantillons de tumeurs avec amplification versus les tumeurs sans amplification de MYC. Et pour cela, j'ai procédé en différentes étapes. Donc, premièrement, l'import et la préparation des données. Donc, c'était déjà un beau défi de trouver la bonne base de données et de comprendre comment la télécharger. Et ensuite, ce qui concerne la préparation, il fallait combiner les fichiers correspondant à chaque patient et supprimer les fichiers pour lesquels on n'avait pas d'informations sur l'état d'amplification de MYC. Et ensuite, pour la suite de l'analyse, il fallait que les patients soient dans le même ordre dans les deux fichiers. Et puis, pour la clarté, j'ai voulu faire correspondre en fait les Ensemble Gene ID avec le Gene Symbol, qui est beaucoup plus parlant pour les prochaines analyses qui suivent. Et donc, finalement, en fait, dans ce style de grande base de données, il est aussi recommandé de procéder à une préfiltration des gènes qui sont faiblement exprimés parce qu'ils nous intéressent un petit peu moins. Et donc, ensuite, je voulais évaluer la qualité des données en réalisant une analyse en composante principale, donc une ACP. Et pour ces analyses de clustering, il est utile d'abord transformer ces données pour supprimer la dépendance de la variance par rapport à la moyenne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, l'ACP permet de en fait, réduire le nombre de variables, qui sont ici les plus de 50 000 gènes, en deux nouvelles variables, donc composantes principales qui expliquent la plus grande partie de la variance continue. Donc, sur l'ACP, on peut voir que nos patients avec versus sans amplification de MYC ne clusterisent pas vraiment. On pourrait toutefois croire à ce que dans le cluster de gauche, ici, la proportion de patients avec amplification de MYC est plus élevée comparée au cluster de droite. Mais en soi, le fait que les patients ne clusterisent pas bien est un résultat auquel on peut s'attendre au vu de l'extrême hétérogénéité dans les tumeurs de différents patients et du fait que en fait, l'amplification de MYC est présente dans différents sous-types de cancer du sein. Mais toutefois, nos composantes principales en fait, expliquent uniquement un tiers de la variance totale, ce qui peut être insuffisant pour tirer vraiment des conclusions. Mais la prochaine étape était de l'identification des gènes surexprimés dans les tumeurs avec amplification de MYC comparée à celles sans amplification de MYC. Et pour cela, il est très important de sélectionner la bonne méthode de normalisation des données, car ce qu'on veut, c'est faire une comparaison entre tumeurs, donc savoir si le même gène est plus exprimé dans une tumeur que dans une autre, et non pas entre gènes au sein du même tumeur. Donc la méthode de normalisation DSEC2 permet une comparaison entre les patients. Et DSEC2 permet aussi une analyse comparative en regroupant tous les patients avec l'amplification de MYC versus sans amplification et calcule automatiquement pour tous les gènes combien de fois le gène est plus exprimé dans le groupe avec amplification de MYC versus sans amplification de MYC. Et le Volcanoplot, c'est un plot qui permet de visualiser cette analyse en y indiquant aussi les p-valeurs et ici en fait le fold change. Et on voit qu'un candidat intéressant qui ressort est NCAN ici, qui est une expression 8 fois plus élevée dans les tumeurs avec amplification de MYC et avec une p-valeur qui est aussi très significative. Et NCAN, c'est une protéine qui a un rôle encore inconnu dans les cancers, mais dont il a déjà été démontré qu'elle est impliquée dans la modulation de l'adhésion ainsi que dans la migration. Et donc, NCAN pourrait potentiellement favoriser les métastases. Et une étude a aussi démontré que son expression est étroitement associée à l'issue défavorable du neuroblastome. Et donc, j'ai terminé le projet par une analyse d'enrichissement fonctionnel qui permet de déterminer si une voie de signalisation, un processus ou une fonction biologique est surreprésentée dans une liste de gènes. Donc ici, la liste de gènes qui est différentiellement exprimée entre les deux conditions, donc MYC amplifié et non MYC amplifié.
Et l'analyse démontre que les gènes impliqués dans le processus biologique de régulation de la migration cellulaire, ici, sont surexprimés dans les tumeurs avec amplification de MYC. Donc ce résultat va en fait dans le même sens que du candidat intéressant NCAN qui était sorti dans Volcanoplot. Donc, pour conclure rapidement, l'analyse sur R m'a permis d'identifier NCAN, donc cette protéine qui est surexprimée dans les tumeurs avec une amplification de MYC et qui serait potentiellement impliquée dans les métastases. Et à terme, ces résultats pourraient déboucher sur des nouvelles voies thérapeutiques qui ciblent NCAN et dont pourraient bénéficier les patientes souffrant d'un cancer du sein avec une amplification de MYC. Mais avec des perspectives plus à court terme, il serait évidemment intéressant d'aller confirmer le candidat NCAN in vitro et de caractériser sa fonction dans un contexte tumoral. Et en ce qui concerne des analyses sur R, il serait intéressant de faire des analyses de survie chez les patients en fonction de l'expression de NCAN combinée avec ou sans amplification de MYC. Donc voilà, merci pour votre attention. Je souhaite aussi remercier très sincèrement mon mentor Loïc pour son temps, sa disponibilité et son soutien à travers la randonnée. Merci aussi aux autres membres de l'équipe, c'est très sympa de passer cette randonnée ensemble. Et aussi un tout grand merci à Ivado ainsi que tous leurs collaborateurs et partenaires pour avoir rendu possible l'organisation de ce programme. J'ai vraiment appris énormément, donc même si je suis qu'au début, je suis persuadé que ces nouvelles connaissances vont m'aider dans la suite de ma thèse. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'était une excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Vladimir? Merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'est super intéressant. Puis en fait, moi, j'ai beaucoup aimé ta piscine. Puis j'ai juste une question en fait sur le cut-off pour ton MYC, parce que tu dis que tes cellules soient surexprimées ou pas. Est-ce que peut-être ce qu'on est en train de voir, c'est que justement, ce qui est un petit peu proche du cut-off, ce qui est un peu en gauche, parce que ça avait quand même une très jolie séparation, puis 20-10% sur une PCA, sur des data comme ça, c'est quand même très joli. Ah, merci. Mais donc le cut-off, en fait, c'est le cut-off pour... Oula. Pour ton patient, est-ce que c'est surexprimé MYC ou pas? Mais en fait, c'est pas vraiment une... Enfin, c'est pas spécialement surexpression au niveau de l'ARN, mais c'est amplification de MYC. C'est regarder en fait combien de fois si le gène est retrouvé plusieurs fois dans le génome. Donc normalement, on a une copie du gène MYC dans nos chromosomes, sur le chromosome 8. Et en fait ben, parfois, il y a un problème dans la cellule qui va en fait copier toute une partie du chromosome plusieurs fois. Et donc, en fait, on retrouve plusieurs fois le gène MYC. Et donc, c'est comme s'il y avait plusieurs fois le gène MYC dans notre génome, en fait. Et c'est ça qu'ils vont regarder pour voir si MYC est amplifié, oui ou non. Ouais, j'ai l'impression juste que tu peux colorier ce graphe avec le nombre de copies que tu as à l'intérieur des gens. Tu verrais quelque chose d'intéressant. Ah oui, OK. Ouais, ok, ça, je sais pas si on a les... Ouais, ok, mais très bien, merci. De rien. Merci Vladimir. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question à Guillaume? Oui, Guillaume. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que le MYC, c'est juste un facteur de transcription ou du moins c'est MYC qui active les facteurs de transcription? MYC, c'est un facteur de transcription et c'est même on appelle ça un master facteur de transcription, c'est-à-dire qu'il va réguler énormément de gènes. On pense que c'est même 15% de tout le génome. Donc, c'est vraiment c'est un facteur de transcription qui va réguler énormément de gènes dans la cellule. D'accord, ouais. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Et encore une fois, félicitations et bravo pour tout le travail. Et on va Merci passer beaucoup. à notre prochaine randonneuse. Donc, il s'agit de Lucie Barubé et elle va nous parler de pandémie et d'économie. Lucie, c'est à toi. J'arrive. Je fais la capture d'écran. Puis... Je mets juste en place mon chrono, puis je serai prête. Bonjour à tous. Puis, je suis vraiment ravie de vous présenter ce que j'ai recherché sur la pandémie et l'économie. C'est un sujet qui est un petit peu plus loin de mes intérêts habituels, puisque je suis étudiante au doctorat en psychologie. Puis d'habitude, je m'intéresse à l'utilisation problématique de l'Internet chez les jeunes, qu'on appelle aussi la cyberdépendance.
quand j'ai commencé le data trek, mon niveau pour R était débutant. Puis ce qui m'a intéressée à utiliser les données de la COVID-19, en plus du fait que ce soit les données de mon mentor, c'est aussi parce que ça fait écho à un podcast que j'avais écouté en avril 2021. Au début, on était, je pense, à la première vague de vaccination. Et puis, j'avais écouté un podcast en économie qui s'interrogeait sur les facteurs qui pouvaient influencer la reprise économique après la pandémie. Puis, ce qu'on voit sur le graphe de gauche, c'est que en 2020, le taux de croissance du PIB pour de nombreux pays a considérablement chuté jusqu'à moins 10% par rapport au PIB de l'année précédente, soit 2019. Et puis, les économistes... Et puis, les économistes qui étaient invités sur ce podcast avaient expliqué qu'il y allait avoir 3 facteurs qui allaient grandement influencer la relance économique. Il y allait avoir notamment la vaccination, les restrictions qui sont prises, mais aussi les décisions politiques, c'est-à-dire les plans de relance et les investissements. Donc, moi, c'est vraiment sur ces variables-là que je me suis intéressée avec mon jeu de données. Je me suis intéressée aux restrictions qui avaient été émises au niveau des commerces, puis je me suis intéressée aussi au pourcentage de personnes pleinement vaccinées. Mon jeu de données, au début, c'était donc un jeu de données pour lequel j'avais des données journalières, donc un très grand nombre de données. Et puis, j'ai dû m'adapter au fait que les données en économie n'étaient pas journalières, mais plutôt annuelles, voire trimestrielles. Et donc, j'ai dû modifier mon jeu de données pour qu'il s'adapte à ma contrainte, qui était d'avoir des résultats en niveau annuel. Donc, parmi les variables que j'ai, j'en ai gardé 9. J'ai gardé le nom du pays, le niveau de richesse, qui est un facteur et qui permet de classer le pays en 4 catégories: faible, moyen élevé et élevé. Ce facteur est défini en fonction du PIB par habitant. Donc, plus le PIB par habitant est élevé, plus le pays va être élevé. Plus le niveau de richesse va être élevé. Donc, j'ai pris aussi le PIB par habitant, qui là est un peu une variable redondante vue comme ça. J'ai également pris le pourcentage de personnes pleinement vaccinées. Dans la base de données que j'ai récupérée sur GitHub, le pourcentage de personnes vaccinées correspond au nombre de personnes qui ont reçu 2 doses. Puis ensuite, j'ai également extrait des données sur les restrictions qui ont été appliquées au niveau des commerces. C'était une variable qui était qualitative, puis qui expliquait à chaque jour quelle était la restriction appliquée. Et donc, j'ai dû la transformer pour obtenir une variable quantitative qui était le nombre de jours pendant lequel la restriction niveau 0, c'est-à-dire aucune restriction sur les commerces, a été émise, jusqu'à le niveau 3, où c'est la fermeture de tous les commerces. Et puis enfin, j'ai récupéré une variable sur la croissance du PIB. Donc, une des premières choses qu'on observe lorsqu'on regarde les données de vaccination, c'est qu'il y a un accès vraiment inéquitable à la vaccination jusqu'en date du 31 décembre 2021. Ce qu'on voit bien évidemment, c'est que les pays les moins favorisés sont ceux qui vont avoir un pourcentage de personnes pleinement vaccinées qui sont les plus faibles. Tout cela en sachant que l'OMS a émis une recommandation comme quoi elle souhaitait que 70% de sa population mondiale soit vaccinée d'ici 2022 à peu près. Puis, on voit également sur le graphe de gauche que les pays qui ont un niveau de ressources élevé sont ceux qui atteignent ce niveau des 70% de personnes pleinement vaccinées. Donc, pour essayer de comprendre comment les restrictions, mais également le pourcentage de personnes pleinement vaccinées pouvaient influencer la croissance du PIB, j'ai décidé de choisir la méthode des Kamins, qui va me permettre de regrouper en un certain nombre de clusters les observations ou les pays qui se ressemblent, qui sont similaires. Pour les variables que j'ai utilisé le PIB par habitant, le pourcentage de personnes pleinement vaccinées, le nombre de jours de restriction. Puis là, j'ai pris toutes les catégories, 0, 1, 2 et 3. J'ai regardé les clusters qui allaient de 2 à 10. J'ai regardé également avec la méthode ELBO, j'ai recherché un coût. C'était pas facile.
Et puis, je me suis dit que ça devait se trouver probablement autour de 4 ou de 5, parce qu'après, quand je regardais les graphiques, les formes se chevauchaient de plus en plus. Puis, j'ai choisi de garder un cluster de 4. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 4 groupes? On peut déjà remarquer à gauche que pour les groupes, pour les clusters 1, 2, 3, on voit quand même que le niveau de richesse du pays est assez hétérogène, alors que pour le cluster 4, on voit vraiment que le niveau de richesse des pays est concentré autour des pays très riches. Quand je regarde cluster par cluster avec les tableaux qui sont situés sur la droite, je constate qu'effectivement, mon cluster 1 est celui qui a le PIB le plus faible, puis qu'il a aussi le pourcentage de personnes vaccinées le plus faible. Le cluster 3 est celui qui a le pourcentage de personnes pleinement vaccinées juste élevé après le 1. Et puis, s'ensuit du cluster numéro 2 et du numéro 4. Puis, ce que je remarque également, c'est qu'au niveau des restrictions, c'est le cluster 4, celui qui comprend les personnes avec un niveau de richesse le plus élevé, qui ont eu le plus de restrictions 2 et le plus de restrictions 3, c'est-à-dire fermeture partielle ou totale des commerces. Et puis, qu'est-ce que ça peut me dire sur la croissance économique de ces pays? Mais, malheureusement, j'aurais vraiment avoir une réponse et regarder s'il y avait des différences au niveau de la moyenne entre ces 4 clusters, mais je ne peux pas y mettre vraiment de réponse, car sur ma variable économique, j'ai seulement eu 48 pays, les valeurs de 48 pays sur 183, ce qui fait juste 26,2% des pays que j'avais sur ma base de données initiale. Et puis, ce que je remarque, c'est que je n'aurais eu aucune donnée pour le cluster numéro 1. Donc, je préférais ne pas m'avancer pour ce point-là. C'est ça. Puis, je voulais aussi remercier Ivado pour la mise en place du Data Trek, mon mentor Samuel Gay pour tous ces beaux conseils, puis toutes ces ressources qu'il nous a données tout au long de ces 100 jours, et ainsi que mes compagnons de route, on va dire, Emmanuel, Arnaud et Clémence et tous les instructeurs de la session. Merci beaucoup, Lucie, et bravo pour le travail. Est-ce qu'il y a des questions pour Lucie? Vladimir, je vois que tu as enlevé ton micro. Robert, peut-être en premier cette fois-ci. Ouais, parfait. Ça me fait plaisir, oui. Merci beaucoup, Lucie, pour ta présentation. Je trouve que tu as utilisé une méthodologie robuste là, pour le K-means avec la méthode du Herbal, du code pour choisir de façon objective le nombre de clusters. Je voulais savoir, au-delà des variables que tu as regardées, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres variables qui peuvent influencer la métrique du taux de vaccination? Des variables qui peuvent influencer le taux de vaccination? Oui, en fait, parce que j'ai vu si tu peux remonter le graphique avec le PIB, avec les clusters du PIB, le taux de vaccination. Donc, tu avais ces deux variables-là. Moi, ce que j'avais vu dans la littérature, puis ça, c'est quelque chose qui a été vu dans d'autres articles en économie, c'est qu'il y a vraiment une grosse corrélation entre le niveau de PIB par habitant puis l'accès à la vaccination. Mm-hmm. Est-ce que dans ton jeu de données, tu avais accès à d'autres variables qui auraient pu influencer l'accès à la vaccination? Oui. Pas tant. Non, parce que j'avais un jeu de données sur la vaccination. Tout simplement. Et puis mon autre jeu de données, c'était plutôt en économie. C'est ça. Merci. Une dernière question pour Lucie? Oui, super. Mais merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Puis en effet, c'était bien fait. J'ai une question. Tu n'as pas regardé s'il y a des corrélations entre tes différentes variables? Parce que... Oui, j'avais fait... J'avais fait quelques corrélations également avant de mettre en place la méthode des clusters. Puis j'avais trouvé des choses qui étaient quand même un petit peu étonnantes. Par exemple, il faut que je les retrouve. Ça va peut-être me prendre une petite minute pour les retrouver, mais j'avais quand même une corrélation entre le pourcentage de vaccination, corrélation positive entre le pourcentage de vaccination puis la restriction de niveau 3 qui était fermeture pour certains commerces. Mais ce que je pense, c'est qu'en année 2021, on a aussi eu une deuxième vague. Puis ce que je pense surtout, c'est que les restrictions qui sont appliquées au commerce, c'est quand même des mesures qui sont faites par les
qui ont l'air d'être faites par les pays qui sont les plus riches. Puis je suppose qu'à côté, ils ont comme des plans économiques pour compenser avec ça et le fait que ça n'affecte pas vraiment leur économie, moyennement, en tout cas, en 2021. C'était exactement mon hypothèse, donc merci beaucoup. Mais j'avais juste 7 minutes, je ne pouvais pas aller plus loin. Bien sûr. Merci beaucoup, Lucie. On va maintenant passer à notre prochaine randonneuse. Donc, il s'agit de Anne-France Bollet. Elle va nous présenter son projet Key Features of Corporate Carbon Target Process. Bonjour. Normalement, maintenant, vous m'entendez. Super. Et vous devriez voir mon écran. Parfait. La présentation est en anglais, mais je vais vous parler en français et je vais essayer de ne pas trop faire d'anglicisme au cours de la présentation. Je suis étudiante au doctorat. Je suis étudiante au doctorat à Polytechnique Montréal. Je suis dans le centre de recherche qui est le CIREG. Donc, on travaille majoritairement sur ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, donc les impacts environnementaux comparatifs entre des produits et autres. Et dans mon cas, je travaille beaucoup au niveau des entreprises. Et donc, je vais vous donner un petit peu le contexte un peu général de ce que j'ai fait. Et donc, je viens avec mon propre jeu de données, ce qui était, comme vous allez voir, peut-être une bonne et une mauvaise idée. Mais je me suis dit que c'était bien parce que comme ça, en même temps que je faisais le data trek, j'allais sortir mes résultats. Bon, pas aussi simple, mais voilà. Donc, premièrement, je travaille sur les cibles de réduction des entreprises. Donc, les entreprises fixent des cibles toujours vis-à-vis d'une année de référence pour une année cible à partir d'un certain pourcentage sur une certaine quantité de leurs émissions, etc. Donc, je vous passe un peu tous les détails. L'intérêt de ça, c'est que les investisseurs sont conscients qu'on a des risques financiers climatiques et ils essayent de savoir pas juste où l'entreprise est en ce moment, mais où elle se projette dans le temps. Donc, à partir de ce moment-là, je regarde les cibles des entreprises, mais toujours avec un vue de qu'est-ce qui est intéressant pour un investisseur institutionnel pour pouvoir soit investir dans la bonne entreprise vis-à-vis de risques potentiels climatiques ou encore de faire des discussions d'engagement avec ces entreprises. Les cibles que les entreprises se fixent ont beaucoup de paramètres qui font en sorte que déjà, premièrement, c'est difficile de les comparer directement parce qu'elles ne sont pas sur les mêmes échelles, ce n'est pas le même type de cible, etc. Et donc, suite à des travaux qui ont déjà été réalisés, on se rend compte aussi que les cibles ne progressent pas de la même manière. Donc, pourquoi une entreprise progresse mieux à travers sa cible qu'une autre? Quels sont les facteurs qui sont associés potentiellement à ce genre de choses? Donc, c'est là où les travaux que je fais en ce moment sont reliés. Donc, c'est pour ça que tout ce que j'ai fait, c'est majoritairement lié à du feature selection, qui est une partie quand même importante du machine learning. Donc, j'utilise un peu ce que vous faites en pre-processing au niveau de ma recherche et non pas pour faire la prédiction. La base de données que j'utilise, c'est une base de données qui s'appelle le Carbon Disclosure Project, où j'ai un accès académique. Et donc, il y a quand même un très grand nombre d'entreprises qui divulguent dans cette base de données. Il y a des centaines de questions qui sont posées auxquelles les entreprises répondent. Et c'est un questionnaire qui est envoyé sur la base d'investisseurs. Et donc, dans ces questions, il y a plein de sous-questions, beaucoup d'informations qualitatives, un beau gros fichier Excel. Moi, super contente avant d'arriver au data trek. J'ai déjà fait plein de pre-processing dans mon fichier Excel. Je me suis dit, ça va bien aller, je vais pouvoir coder, ça va être génial. Malheureusement, à partir du moment où j'ai commencé à regarder le jeu de données, à faire des statistiques descriptives dans Python ou autre et à regarder un petit peu ma distribution, donc au niveau de ma variable dépendante, donc qui est le calcul du progrès de la cible, donc c'est quelque chose qu'on calcule nous. J'ai un gros problème d'outlier sur cette variable, donc j'ai 15 d'outliers qui sont à 3 fois l'interquartile range, désolé pour l'anglicisme. Et donc, automatiquement, vu que je suis sur une variable qui est en continu, donc je vais appliquer automatiquement des modèles de régression. Les modèles de régression, les outliers, ça n'aime pas ça, ça crée un gros problème. Donc, beaucoup de jeux à aller voir qu'est-ce qui se passe dans la donnée, est-ce que c'est au niveau du calcul, ça vient de la littérature scientifique, d'un article publié dans Nature, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, il l'avait utilisé pour faire autre chose. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, ce qui a un peu plus limité mon temps à coder. Mais on a trouvé un nouvel indicateur qu'on a développé qui permet, donc là, je vous montre juste un peu sa distribution, mais qui permet de borner le progrès des cibles tout en les regardant vis-à-vis de la réduction linéaire de l'entreprise.
Et donc, j'ai un jeu de données qui est déjà un peu plus proche d'une gaussienne, que j'ai un peu coupé d'une manière scientifique, mathématique, les outliers en utilisant un indicateur qui est différent. Et donc, je suis repartie à nouveau en data pre-processing et ça, c'est depuis peut-être 2 semaines et demie. Et donc, beaucoup de plaisir. J'ai pu coder puis c'était vraiment très agréable. Donc, je ne vous montre pas la totalité du jeu de données ou des résultats parce que, premièrement, il y en a beaucoup. Les résultats ne sont pas finaux non plus. Donc, je trouve ça toujours embêtant de montrer quelque chose qui ne sera pas vrai. Donc, les jeux de données, donc, ce que j'ai extrait à partir du fichier Excel, il y a à peu près 450 données. Finalement, au bout du compte, on en garde une centaine de colonnes. J'ai sur les entreprises qui sont là-dessus, sur les 4000 entreprises, ils n'ont pas tous des cibles. Je ne peux pas calculer un indicateur de progrès pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de traitements, enlever les colonnes, enlever les valeurs manquantes. J'ai encore des petits problèmes d'erreurs de données, d'outliers, etc. Donc, encore beaucoup de nettoyage qui a été fait. Mais cette fois-ci, contrairement à l'autre fois, ça s'est bien passé. Et puis, automatiquement, on est rentré, donc je vous ai mis un peu tous les trucs de code, mais on est rentré j'ai pu rentrer un peu plus dans l'analyse, donc les matrices de corrélation. J'ai été faire, parce que j'ai des variables continues catégoriques, j'ai été faire des one-way ANOVA pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. J'ai été faire des Pearson, des Spearman, pour voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de toutes mes variables et de toutes mes colonnes pour pouvoir essayer encore de traiter un peu l'information. Et par la suite, donc, on a pu envoyer ça dans un modèle qu'on a codé à partir d'une valeur de la p-value pour déterminer, dans le fond, quelles sont les features qu'on enlève. Donc, c'est une backwards, stepwise looking approach. Et donc, ça permet de faire de la feature selection. Ce n'est pas forcément le modèle le plus utilisé en machine learning, mais comme quelqu'un l'a déjà dit en workshop, souvent, le mieux, c'est de prendre un modèle qui est utilisé dans notre domaine. C'est utilisé dans mon domaine. Donc, c'était plus facile potentiellement quand je vais devoir rédiger l'article scientifique de prendre un modèle comme celui-là. Par contre, je le sais très bien que ce type de modèle backward, dépendamment comment on a un peu mis les choses au départ, fait en sorte qu'on ne ressort pas les mêmes features d'un modèle à un autre ou si quelqu'un referait la même analyse que moi. Donc, juste pour assurer un peu la robustesse de mes résultats, j'ai aussi fait en sorte de faire un forward-looking. Donc, cette fois-ci, je prends une variable à la fois et je les rajoute. Et quand ma p-value devient trop importante, une fois que j'ai tout rajouté, je retourne dans l'autre sens. J'ai été faire aussi un random forest pour justement faire la sélection des features. Puis, j'ai aussi appliqué une méthode de régularisation, donc un lasso. J'ai aussi essayé un elastic net. J'ai aussi essayé un ridge. J'en ai essayé comme une certaine quantité. C'est sûr qu'il y a des variables qui ressortent qui ne sont pas les mêmes, mais j'ai un noyau de variables qui ressort sur lequel je peux au moins me permettre de dire que c'est relativement robuste au niveau de l'association qu'on retrouve. Donc, ce qui est intéressant par la suite pour le reste des travaux que j'ai à faire, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai beaucoup de variables de contrôle qui doivent rentrer au niveau de la taille de l'entreprise, au niveau dans quelle région elle se situe. On est encore en train de travailler sur les variables qui sont à l'entrée parce que ça change beaucoup les résultats dépendamment de ce que je rentre. Donc, je m'appuie beaucoup sur ce qui se fait dans la littérature. Malheureusement, il y a très peu de littérature dans ce que je fais. Donc, ça complique un petit peu la situation. Mais au moins, maintenant, je suis contente de coder. J'étais très novice au début. Maintenant, ça se passe bien. Donc, je sais que quand je change quelque chose, je fais tout retourner. Ça sort d'un coup. C'est vraiment génial. J'ai tous mes modèles qui sortent. J'ai tous mes graphiques qui sortent en 3 minutes pour retourner, pour replier mon notebook. Fait que ça, c'est vraiment super. J'ai aussi beaucoup apprécié Corbit, tous les workshops. C'était très intéressant. Donc, je sais que juste par plaisir, je vais sûrement essayer de faire des modèles de classification. J'ai déjà essayé de faire tourner des clusters sur ma base de données, c'est pas beau du tout, donc je n'utiliserai pas ça. Mais donc, j'ai essayé plusieurs choses de code et puis c'était vraiment intéressant. Puis, je voulais dire aussi un gros merci à mon mentor qui m'a beaucoup aidé, Sébastien. Puis, un merci aussi aux autres personnes avec qui j'étais en équipe, Olivier, Emmanuel et Abdelaziz, avec qui on a eu beaucoup de plaisir les vendredis soirs quand on faisait nos réunions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Anne-France. Je vois que Robert a enlevé son micro. Merci Anne-France pour la présentation. Puis félicitations pour tes efforts. Là, je sais que c'est super compliqué quand tu as un large jeu de données avec
où l'indicateur ne fonctionne pas, là, de repartir à zéro puis de trouver un nouvel indicateur. Même si j'ai peut-être moins compris l'indicateur, comment tu l'as développé, je ne sais pas du tout dans mon champ de recherche, mais je me demande, je fais du feature selection, puis là-dessus, souvent, quand on fait du feature selection, on a tendance à exploiter les biais dans notre jeu de données, et c'est pour ça que des fois, ce n'est pas les mêmes variables qui sortent, ou des fois, il y a des variables qui ne sont pas du tout corrélées avec l'indicateur, mais qui ressortent parce qu'elles sont, c'est ça qui décrit le mieux, si on veut, les biais dans le jeu de données présenté. As-tu regardé à prendre ces variables-là dans un autre jeu de données, voir si, en fait, faire la sélection de variables dans un autre jeu de données complètement indépendant de celui-ci pour voir si c'est les mêmes variables qui ressortent, parce que j'ai une certaine crainte par rapport à la robustness, si on veut, de ta méthode. Oui, il n'y a pas d'équivalent du jeu de données que j'utilise. Donc, je n'aurais pas un autre jeu de données qui serait équivalent. Il faudrait aller directement dans les rapports de développement durable des entreprises. Il faudrait sortir manuellement l'information. Donc, malheureusement, ce ne serait pas possible. Je suis consciente quand même qu'il y a des biais dans ce que je fais, là, tout à fait. Par contre, aussi, on le voit vis-à-vis de ce qui est dans la littérature, on a quand même une idée de ce qui devrait ressortir vis-à-vis de ce que normalement est considéré comme important vis-à-vis d'une empreinte environnementale. C'est juste que dans ce cas-ci spécifique, on le regarde vis-à-vis d'un progrès d'une cible annoncée sur laquelle l'entreprise est imputable pour voir comment elle avance. Mais oui, il y a des choses qui vont être à prendre avec un grain aussi au niveau de l'information, tout à fait. Là. Merci. Une dernière question? Pour une question, merci. C'était très intéressant. C'était complètement hors de mon domaine aussi. Donc, juste quelque chose que je me demande, parce que toi, tu parles de cibles de réduction, mais j'ai pu voir dans la liste des compagnies que tu avais une compagnie d'assurance à Zurich. Et puis, j'ai de la difficile à imaginer qu'eux, ils produisent énormément de carbone. Mais peut-être que je manque d'imagination. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte, le total qui est produit par tes outliers? Ça pourrait juste être ça, ou des gens ont des cibles minimes ou gigantesques si tu fais de la pétrochimie, ou tu fais juste regarder les... Oui. Le cible, c'est un pourcentage vis-à-vis d'une année de référence pour une année de référence qui peut être pris à différents niveaux au niveau de l'entreprise. Mais c'est des informations qui sont directement données par l'entreprise. En effet, moi, je le regarde au niveau de l'entreprise, donc c'est ses impacts directs, mais aussi les impacts liés à l'électricité. Malheureusement, les impacts liés, exemple, à l'utilisation ou l'achat des produits, ce que moi, normalement, on fait dans notre centre de recherche, que divulguent les entreprises, c'est la qualité de la donnée est extrêmement mauvaise. Et j'ai calculé 2500 entreprises sur un projet de doctorat en soi. Donc, je ne le fais pas. C'est sûr qu'une compagnie d'assurance, des fois, le pourcentage sur lequel ils travaillent, ça fait partie des variables que je regarde. Donc, j'annualise ce pourcentage sur le temps de durée de la cible et automatiquement, c'est quelque chose qui ressort comme étant significatif. On a monté un indicateur qui l'intégrait directement. Cet indicateur-là détecte tellement de choses que j'ai presque plus de variables associatives. Donc, j'ai un problème d'effet inverse après quand je regarde qu'est-ce qui va se passer au niveau de la stratégie, de la rémunération des personnes ou l'exécutif, est-ce qu'ils intègrent un prix carbone. L'indicateur est trop complet. Donc, je suis un peu entre deux eaux. C'est ça, fait qu'on est encore en train de tester, là, puis l'indicateur risque de bouger encore légèrement au niveau de son interprétabilité, son utilité. C'est pour ça que les résultats, je ne vous ai pas vraiment montrés parce que ça va énormément bouger dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-France. Donc là, on va passer à notre prochaine présentation. Donc, ça va être Laura French qui va nous présenter « Identité sociale et partisanerie dans les systèmes multipartites, le cas du NPD au Canada ». Bonjour tout le monde, je vais partager mon écran. OK, alors parfait. Je me présente. Mon nom est Laura French-Bourgeois. J'ai fait mon doctorat en psychologie sociale à l'Université de Montréal.
Et puis maintenant, je suis rendue au post-doctorat à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, en sciences politiques. Alors, puis j'ai fait mon projet sous la supervision de Diego Mopone, qui était vraiment une aide essentielle à tout mon projet. Alors, comme on le sait, au Canada, chaque élection, il y a plusieurs partis qui se présentent. Les conservateurs, les libéraux, le néo-démocrate, le Parti vert, le Parti populaire. Et puis, pour pouvoir voter, il faut commencer à réfléchir à quel parti on va le plus s'identifier, quel parti représente un peu plus nos valeurs qu'un autre parti. Et puis, ça va nous permettre de faire un choix pour qui on va aller voter le jour des élections. C'est ça. Mais il faut faire attention parce que s'identifier à un parti a vraiment des conséquences importantes pour la personne, puis ça va vraiment changer la façon qu'elle va voir le monde. Là, on peut penser, par exemple, quelqu'un qui s'identifie comme un libéral, bien, c'est comme s'il portait des lunettes, puis là, il va commencer à voir le monde de manière différente que s'il était néo-démocrate ou conservateur. Par exemple, un néo-démocrate va être plus à gauche, va penser à des politiques plus universelles, comparativement à un conservateur qui va plus primer l'individualisme. Alors, vraiment, s'identifier à un parti, on va commencer à prendre l'identité du parti, puis on va voir le monde de cette façon-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une théorie qui est une des plus grandes théories en psychologie sociale, qui s'appelle la théorie de l'identité sociale. Puis, notre identité sociale, c'est vraiment quelque chose qui est défini comme la partie du concept de soi d'un individu qui découle de sa connaissance d'appartenir à un groupe social, ainsi que la valeur et la signification émotionnelle attachée à cette appartenance-là. Alors, c'est vraiment quand les individus font un choix conscient de se catégoriser comme un membre d'un groupe, ils en viennent à se dépersonnaliser puis à suivre les normes sociales et les valeurs du groupe. Puis, pourquoi qu'on va se dépersonnaliser puis de commencer à suivre les normes et les valeurs du groupe? Hogg et Turner stipulent qu'il y a vraiment deux raisons principales, qui est de minimiser les différences perçues entre les membres de notre groupe, puis de maximiser la distinction entre entre notre groupe et ceux des autres. On veut vraiment avoir un groupe qui est distinct et unique de ceux des autres. Alors, le but de mon étude, ça va être de comprendre comment l'identité politique vient influencer la façon que l'on perçoit les autres partis politiques. Comme on sait, chaque parti politique peut être identifié sur le spectre gauche-droite. Par exemple, les néo-démocrates, ils seraient plus à gauche parce qu'ils prisent plus la solidarité, la justice sociale. Puis, les conservateurs seraient plus à droite parce qu'ils ont des valeurs plus conservatrices, plus individualistes, plus au niveau protectionniste de l'identité. Alors, les trois partis sur lesquels je me suis intéressée aujourd'hui, c'était les néo-démocrates, les libéraux, puis les conservateurs. Est-ce qu'on peut les placer quand même sur le spectre gauche-droite de cette façon-ci? Puis ce que je propose, c'est que mon hypothèse, c'est que l'identité politique va venir changer la façon qu'on va placer idéologiquement les autres partis sur lesquels les autres partis auxquels on n'appartient pas. Par exemple, un conservateur pourrait être distinct, puis il va essayer de maximiser les différences entre lui, puis les néo-démocrates, puis les libéraux. Alors, il va avoir tendance à les placer peut-être plus rapprochés et plus éloignés de lui. Alors, il va les pousser plus à gauche que lui-même. Les néo-démocrates, lui, il va se mettre plus à gauche, puis il va dire « Ah, les libéraux puis les conservateurs, c'est les mêmes », puis il va les mettre plus à droite. Puis les libéraux, bien, ils auraient tendance à écarter le plus possible les néo-démocrates et les conservateurs pour vraiment garder la sphère centrale à lui-même. Alors, j'ai utilisé, pour évaluer mon hypothèse, j'ai utilisé l'étude électorale canadienne de 2019 et 2020. C'est une étude une des plus longues études canadiennes sur les élections qui est en place depuis 1965.
Et puis, j'ai mergé les 2 bases de données pour avoir un échantillon total de 60 150 participants. Ça a été tout un défi pour moi aussi. J'étais nouvelle à Python et tout. Alors, tout recoder les variables, s'assurer qu'elles soient semblables les unes les autres, c'était vraiment très long à faire. Après, sur nos variables, il y avait beaucoup de données manquantes. Je pense que quand j'ai roulé mon modèle pour la première fois, sans faire de l'imputation de données, je pense que j'avais comme 13 ou 14 cas qui étaient disponibles. Alors, l'imputation était vraiment nécessaire afin de pouvoir rouler le modèle. On a fait de l'imputation itérative qui utilise le machine learning pour imputer les données. Alors, ça utilise chaque caractéristique est modélisée comme une fonction des autres caractéristiques. Puis, c'est imputé séquentiellement, puis ça fait ce processus-là de nombreuses fois pour s'assurer qu'on a une belle convergence au niveau de l'imputation. Alors, au total, on avait 25 748 hommes et 33 977 femmes. L'âge moyen était de 49 ans. 62 de notre échantillon venait du Québec et de l'Ontario. On avait à peu près 46 des participants qui avaient ou bien un bac ou qui avaient terminé un cours technique, un diplôme de collège, communauté ou d'un cégep. On a utilisé 25 variables. Au début, j'avais utilisé à peu près une 60aine, mais ça devenait vraiment super compliqué au niveau de l'interprétation et tout. Et puis, j'ai divisé mes différentes mesures en 4 catégories: l'identité partisane, les données démographiques, les connaissances politiques, puis la chance de gagner de chacun des partis. Ma variable dépendante, là, je pourrais en revenir plus tard. C'est ça qui a été un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la différence idéologique entre... en fait, j'ai 3 variables dépendantes. Et puis, ce que je faisais, c'est que je regardais, OK, comment les gens évaluent les libéraux sur l'échelle gauche-droite, puis les néo-démocrates. Puis là, je prenais la différence de ces 2 partis-là. Je faisais la même chose entre les conservateurs et les libéraux, puis les conservateurs puis les néo-démocrates. Alors, mettons, le premier groupe, là, 0 et 1, ça indique l'erreur. Ça veut dire que, mettons, quelqu'un qui aurait mis, qui a un groupe qui a une valeur de 0 dans cette répartition-là. Ah, puis c'est ça. Puis après, j'ai divisé les résultats en 5 groupes. Puis les 2 premiers, c'est l'erreur. Fait que, par exemple, quelqu'un qui aurait moins 10 aurait mis les libéraux complètement à gauche, puis les néo-démocrates complètement à droite. Par contre, toutes les valeurs positives, c'est les bonnes valeurs. Alors, quelqu'un qui serait dans le groupe 2, eh bien, il aurait mis les libéraux puis les néo-démocrates comme étant semblables, ou avec une petite différence idéologique, et ainsi de suite pour les 3 autres parties. Alors, afin de tester mon hypothèse pour voir, est-ce qu'avec ma longue liste de variables, est-ce que je pourrais prédire, je peux prédire si quelqu'un se retrouve dans le groupe 2, 3 ou 4 ou 0 ou 1. J'ai fait une régression logistique, puis j'ai essayé de valider les résultats avec un arbre décisionnel. Alors ça, c'est les résultats pour les libéraux et les néo-démocrates. Puis ce qu'on voit, c'est que les résultats ne sont pas très bons, au fait. Pour les catégories 0 et 1, on voit que l'algorithme a quand même de la difficulté à prédire, mais ça, je trouve que ça fait du sens parce que c'est l'erreur. Alors, peut-être qu'il y aurait de la difficulté à prédire quelque chose qui est faux, dans le sens où on sait que les conservateurs ne sont pas complètement à gauche, mais les libéraux ne sont pas complètement à gauche, mais quelqu'un aurait mis ça et les néo-démocrates à droite. Mais c'est ça, pour le groupe 2, ça serait une petite différence entre les libéraux et les néo-démocrates, mais ce qu'on voit, c'est que c'est ça notre programme, nos variables, l'algorithme n'a pas fonctionné. On a des résultats un peu meilleurs avec notre arbre décisionnel, mais c'est quand même assez loin de 1, alors je crois qu'on ne peut pas nécessairement se prononcer.
Mais pour l'exercice, j'ai décidé d'interpréter un peu, voir est-ce que l'identité politique était vraiment un facteur qui pouvait prédire. Ça, c'est pour notre deuxième catégorie, ceux-là qui ont prédit une petite différence entre les libéraux et les néo-démocrates. Puis, ce qu'on voit, c'est que les autres partis semblent les rassembler ensemble. Ceux-là qui s'identifient à un autre parti que les libéraux, les conservateurs ou les néo-démocrates. Alors, eux, ils les trouvent quand même semblables. Ce qui était surprenant, c'est qu'on voit aussi que le deuxième facteur qui prédit plus, c'est les libéraux. Alors, ceux-là qui s'identifient le plus aux libéraux ont tendance de se retrouver plus rapprochés des néo-démocrates. Mais quand on regarde, par contre, est-ce que les néo-démocrates ont une chance de gagner le plus de sièges, ce qu'on voit, c'est que la prédiction, c'est que, en fait, c'est une prédiction négative, fait que moins on a de chances, qu'on perçoit que les néo-démocrates vont gagner de sièges, la majorité des sièges, bien, plus on a tendance à les rapprocher des libéraux. Alors, ça ferait un peu de sens que les libéraux se rapprochent des néo-démocrates parce qu'ils ne seraient pas nécessairement menacés par les néo-démocrates. Pour les néo-démocrates, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relation négative, fait qu'eux, ils ne veulent pas se rapprocher des libéraux, ils veulent quand même garder leur identité plus éloignée. Laura, oui? Je vais t'interrompre parce que le temps de 7 minutes est écoulé. Je comprends que toi, tu devais travailler avec un binôme. Donc, est-ce que tu avais prévu 10 minutes? Oui, c'est ça, mais je peux finir, au fait. Bon, c'est bon. En fait, j'ai pas vu tes commentaires. J'attendais à... Aucun souci. Mais moi, j'ai compté 7 minutes. Okay. J'avais compté 7 minutes comme tu étais toute seule. OK. Mais juste prévenir peut-être les jurys que il était prévu que Laura soit en binôme. Donc, elle a probablement prévu une présentation de 10 minutes. OK. Mais de toute manière, je vais ramener ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que les néo-démocrates se rapprochent des... essaient de se distinguer, de ne pas se rapprocher des libéraux. Pour les deux autres variables, pour les deux autres variables, on voit que les résultats sont aussi mauvais, si on veut, que pour la première. Alors, c'est ça. Alors, les résultats ne sont pas concluants. L'ordre décisionnel semble être un peu meilleur pour prédire, mais les résultats de précision de Lucas sont tout de même quand même assez loin de 1. Alors, on ne peut pas nécessairement avoir des conclusions par rapport à ça. Une question que j'avais, des pistes futures, ça serait de repenser à la variable dépendante, parce que, bon, je regardais... je prenais en considération quand même les partis politiques, mais je ne regardais pas leur placement sur le gauche, sur leur placement politique idéologique gauche-droite. Alors, ça serait intéressant de vraiment considérer, est-ce que, par exemple, quand on regarde les libéraux ou n'importe quel parti, c'est quoi la distance relative des autres partis? Alors, pour ça, j'aimerais vraiment remercier tout le monde, l'équipe d'Ivado, de randonnée, puis surtout mon mentor qui m'a soutenue à travers tout ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. On va passer aux questions. Bon, merci beaucoup, Laura. Je vais en premier rapidement. J'ai juste une petite question, en fait, sur ta méthodologie, parce que quand même, on a une particularité au Québec, qui est le Bloc québécois. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas un peu servir tes data? Puis avec 60% du Québec, est-ce que tu as essayé de juste regarder cette sous-section-là de la population? Oui, c'est ça. Au fait, ça, c'est peut-être une piste future à regarder. Est-ce que je considère tout le monde sauf comme le reste du Canada, sauf les Québécois, ou est-ce que je prends tout le monde en considération et je considère le Parti québécois? En ce moment, j'ai considéré tout le monde qui était dans le Parti québécois, Parti vert, Parti populaire, comme étant un autre parti. Mais c'est sûr que ça vient jouer... Puis ça vient jouer dans les données. On voit, c'est quand même un des partis les plus importants au Québec. Alors, ça serait dans une piste future à considérer. Merci.
Robert? Merci. Oui, merci Laura pour ta présentation. C'est un petit peu hors de mon domaine, mais j'avais de la misère à comprendre ta variable dépendante, exactement comment tu l'as choisie, puis comment tu l'as définie. Là, je trouvais ça un petit peu mélangeant, mais c'est juste mon manque d'expertise. Peux-tu revenir là-dessus? Oui, c'est ça. Ben, au fait, en toute honnêteté, je partage un peu cette confusion-là avec toi. C'est pour ça que je pense que dans les faits, tu sais, j'en suis un peu à reconsidérer un peu ce projet-là. Mais ce qui m'intéressait au fait, c'est comme avoir, tu sais, justement, en se basant sur la théorie de l'identité, de vouloir être distinct des autres, mon idée, c'est qu'on ne voudrait pas nécessairement être pareil que les autres partis. On veut avoir une distinction que les autres partis. Alors, dépendamment de quel parti auquel on appartient, l'espace relatif idéologique entre les deux partis pourrait être différent. En fait, si on est libéral, ben, peut-être que libéral, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais mettons conservateur, pour se distinguer, ben, on mettrait les deux partis, les libéraux et les néo-démocrates, ensemble, avec peu de distinction, parce qu'on dit, ben, eux sont dans leur champ gauche, puis moi, je suis séparée à droite. Alors, c'était un peu cette dynamique-là que je voulais essayer d'aller chercher avec le projet. Mais c'est ça, à travers les analyses, je vais être, de un, ça prédisait mal, fait que peut-être que c'est pas... Puis je ne sais pas si ça va nécessairement non plus à l'essence de ce que je voulais observer au début. Super, merci. Merci, Laura. Merci beaucoup, Laura. Alors, il nous reste un dernier binôme de randonneurs à passer. Je vais juste remettre dans la boîte à chat le lien pour permettre au public de voter pour la meilleure présentation. Et puis, on va enchaîner avec Mathieu Alex Haché et Imen Lossine qui vont nous parler de détection de propos haineux sur Twitter. Bonsoir. Bonjour. Imen, est-ce que c'est toi qui voulais partager les diapositives ou... Oui, je t'avais laissé un message. Je pensais, je t'avais demandé si tu veux le faire. Ah oui, absolument. Laissez-moi juste un instant. Donc, pour rappel, vous avez 10 minutes et 3 minutes de questions puisque vous êtes un binôme. Parfait. Hop. OK. Donc, je présume que vous voyez l'écran maintenant. Parfait. Donc, je vais commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Notre sujet, c'est la détection de propos haineux sur Twitter. Si tu peux passer la slide. Ouais, voilà. Alors, pour nous présenter au début, ce sont suivants, ce que vous avez, la trame qu'on avait eue. Donc, moi, c'est Imen Lossine. Je suis étudiante en Master Big Data, plutôt orientée fouille de données textuelles, donc un peu de machine learning, deep learning et surtout du NLP pour ma part. Donc, je suis intéressée par toutes ces questions-là, vu ma formation. Je laisse mon binôme se présenter. Merci. Je me présente, Mathieu Alex Haché. Je suis analyste en gestion de l'information chez Emploi et Développement social Canada. En fait, je suis archiviste de formation, donc c'est un domaine qui est relativement éloigné du data science. C'était mes premiers pas là, dans l'univers de Python et ce qui m'a dirigé vers le data trek. Je m'intéresse particulièrement aux approches computationnelles comme outil d'aide à la décision pour l'évaluation archivistique, c'est-à-dire face à de grands corpus de documents historiques, comment dégager du sens avec le topic modeling, la reconnaissance des entités nommées, aussi pour la détection des informations sensibles là, pour mieux gérer les restrictions aux communications qui s'imposent. Donc voilà pour moi. D'accord, juste pour la présentation, je rajoute que je suis en France, donc je suis étudiante à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en France. Donc en fait, pour rappeler un peu le contexte, en fait, l'idée est venue du développement des réseaux sociaux, de la libération de la parole sur Internet et tout. On voulait savoir si on pouvait quantifier un phénomène donné. Le phénomène qui s'est imposé à nous. De l'autre côté, on avait le développement de tous les outils machine learning qui étaient à notre disposition, le développement de l'NLP en particulier, les méthodes qui vont avec.
Et en fait, l'idée est venue de cela. C'était un dataset l'idée, je l'ai ramené avec moi en venant, participant à ce data trek qui était est-ce qu'on pouvait détecter des propos haineux sur Twitter. Il y a une autre, en fait, de cela, on découle en fait que la problématique qu'on ne trouve pas beaucoup de datasets en fait annotés en français sur ce sujet-là spécifiquement. Voilà, donc ce qui m'a amené à chercher à voilà notre dataset que j'ai amené avec moi, car le dataset regroupe 1 million de tweets qui étaient scrappés directement avec l'API de Tweepy. Dans un premier temps, en fait, la collecte de données était sans mots-clés. Donc en fait, j'ai essayé de moissonner, avoir 1 million de tweets bruts et d'essayer de travailler avec, voir est-ce qu'on peut détecter les propos haineux de façon non supervisée dans un premier temps, afin d'annoter ces datasets et pouvoir faire une IA qui puisse par la suite détecter ces propos haineux. Une fois que j'ai intégré le dataset et avec notre mentor et mon binôme, on a réfléchi à travailler en parallèle et en essayant d'affiner notre recherche et notre algorithme. Et on a pu trouver à l'aide de mon binôme un dataset intéressant qui était annoté en français, qui pourrait voilà, être la deuxième couche de notre IA, que je laisse mon binôme en parler de ce deuxième dataset qu'on a utilisé lors de notre recherche. Oui, en fait, c'est ça. Considérant le temps qui nous était imparti, c'est sûr qu'on ne pouvait pas aller passer les 1 million de tweets et les annoter pour distinguer si c'était effectivement des messages haineux ou des tweets neutres. Donc, on a heureusement trouvé un dataset là, en français. C'est extrait de l'article intitulé Multilingual and Multi-Aspect Hate Speech Analysis. Là. Pour ceux qui s'intéressent au NLP, c'est un article très intéressant qui se penche un peu sur la comparaison de performance entre les modèles unilingues et multilingues. Ça, c'est un extrait là, du fichier CSV du jeu de données. Donc, on peut voir que les auteurs ont été à un niveau de granularité un peu plus précis que nous, c'est-à-dire qu'on a le groupe vers qui diriger les sentiments, les messages haineux et aussi la caractéristique sur laquelle est fondé les messages haineux. Mais dans notre cas, on a simplement utilisé les deux premières colonnes, c'est-à-dire le contenu textuel des tweets là, et les sentiments. On a regroupé là, vraiment en format binaire, c'est-à-dire tous les tweets normaux, on les a classifiés comme 0 neutre et on a regroupé là, ceux comme abusive, offensive, hateful comme étant un tweet haineux. Les tweets étaient déjà partiellement nettoyés, là, entre autres les URL enlevées, tout ça, donc ça nous a en quelque sorte facilité la tâche aussi. Concernant le nettoyage, pour le jeu de données que Imen a été moissonné directement sur Twitter, on a supprimé les mentions, les URL un peu. On a également utilisé spell checking, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais pour les mots mal orthographiés, c'est-à-dire que il y a souvent des mots avec des caractères qui sont répétés, donc on a utilisé Spell Checker qui utilise un peu la distance de Levenstein pour trouver un peu des permutations à distance de 2 dans chaque mot. Donc, il va comparer ces permutations-là, que ce soit des insertions de caractères, des suppressions ou des remplacements. Il va les comparer à des mots connus dans un dictionnaire pour trouver le mot bien orthographié, là, la forme appropriée. On a également traité les hashtags. On les a conservés, on a supprimé simplement le caractère avant parce que ça pouvait véhiculer un peu des sentiments. Souvent, on utilise le hashtag pour exprimer notre mécontentement, par exemple. On a aussi analysé la distribution des tweets en termes de longueur. On a fait la lématisation aussi pour un peu aller chercher les différentes formes variées d'un même mot. Les tweets avaient aussi du bruit, étant donné que ça avait été moissonné directement avec l'API de Twitter. Il y avait des balises là, HTML
qui causait un peu du bruit, de l'information superflue et non utile là, pour nous dans les tweets. Donc, on a supprimé ça. Aussi, les mots qui étaient plus petits que 3 caractères, les adresses courriels, les retweets. Aussi, on a utilisé les stop words, c'est-à-dire des mots qui sont vides de sens. Spacey fournit une liste par défaut là, de mots de stop word. Donc, nous, on a rajouté un peu, enrichi cette liste-là avec des mots qu'on trouvait aussi pertinents de ne pas prendre en compte. Voilà. Je rajouterais juste qu'on a fait beaucoup d'allers-retours par rapport au nettoyage parce qu'après les visualisations, par exemple là, comme vous voyez, en fait, on a vu la longueur de tweet, on a trouvé la moyenne, mais un peu avant, on avait trouvé qu'il y avait des outliers. C'était par rapport aux problématiques de découpage initial du dataset. Là aussi, sur le deuxième graphe, pour la visualisation, on retrouve les mots les plus usités. On trouve beaucoup de verbes dans un premier temps qui revenaient, ce qui nous a amené justement à enrichir notre stop word, à enlever plein de mots, des mots qui ne jugeons pas utiles. Je peux avancer? Oui. Pour cette slide, c'est un word cloud issu du dataset de mon binôme. En fait, le dataset qu'on a trouvé après. Et là, on peut regarder et on peut voir que le deuxième dataset, il y a beaucoup de mots haineux, contrairement au premier que j'ai moissonné moi-même. Parce qu'il faut le dire, en fait, quand on moissonne sur Internet, les tweets haineux ne sont pas aussi représentés. Par contre, dans le deuxième dataset qui était annoté, qu'on a trouvé, c'était plus, il y avait un déséquilibre, mais surtout par rapport, il y avait beaucoup plus de tweets haineux que de tweets non haineux, et c'est pour ça qu'on a jugé utile de faire cette deuxième couche d'IA qui va servir justement à affiner la première couche. Donc, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au domaine de la NLP, en fait, on a nos données, les tweets, en fait, ils sont textuels. L'ordinateur, lui, il ne comprend pas ce qui est textuel. Il y a une étape qui s'appelle la vectorisation. Toutes ces données textuelles, il faut qu'elles soient sous forme numérique. Il y a des méthodes pour ça. Pour notre cas, je ne vais pas m'attarder sur les trucs techniques pour pas louper du temps. Il y a la méthode Bag of Words, TF-IDF, donc sac de mots, TF-IDF, Time Frequency, Inverse Document Frequency, et le Word Embedding. On a utilisé 3 méthodes qu'on a associées aux différents algorithmes qui sont, la slide d'après, qui sont, voilà, en fait, au début, de mon côté, comme j'avais remarqué qu'il y avait en fait, les tweets haineux sont vraiment pas beaucoup représentés. J'avais essayé un isolation forest pour essayer un peu peut-être de choper les tweets haineux. Bon, c'était raté. C'était plus des tweets qui n'étaient pas en français, sachant que voilà, tous les tweets, les 1 million de tweets sont globalement en français, avec le critère FR dedans, mais on arrivait quand même à choper des tweets qui sont peut-être écrits en France, mais qui ne sont pas en français. Suite à cela, et avec l'aide de notre mentor qui nous a orientés vers le topic modeling, qui est une méthode non supervisée pour détecter des sujets en fait dans un corpus de texte. Ici, en l'occurrence, dans le million de tweets, sachant que bien sûr, on a utilisé qu'un échantillon de 100 000 tweets. Donc, j'ai utilisé le LSA, Latent Semantic Analysis, LDA, le Latent Data Allocation, et l'IMT Embedded Topic Model. Dans le LSA, LDA, je l'ai combiné aux 2 méthodes de vectorisation. Donc, en fait, il y avait de la combinaison Bag of Words, LSA, Bag of Words, LDA, TF-IDF, LSA, TF-IDF, LDA. Et IMT, en fait, c'est plutôt vers le Word Embedding, c'est du LDA avec des Word Embedding. Avec tout ça, en fait, avec nos différents essais,
on est sorti vers, en fait, le meilleur modèle, c'était le LDA avec Bag of Words. Et ce qui nous a donné la visualisation suivante qu'on a faite avec Data Visualization, LDA Data Visualization. On peut regarder, en fait, on a pu avoir voilà, des topics assez distants, qui se ressort clairement que c'est voilà, qui contient des mots haineux. On peut voir les mots les plus fréquents qui sont vraiment ce qui colle au topic qu'on cherche, aux mots haineux. On a eu d'autres clusters de sujets, en fait, qui sont la vaccination. C'était un sujet aussi qui était sur Twitter pour le sujet 3. Un autre sujet, c'était sur la politique qui revenait beaucoup en France à cette période électorale. Et bien sûr, notre topic haineux qu'on a pu identifier clairement. Il restait voilà, juste à annoter notre dataset et puis faire l'IA correspondante. Pour ce qui est de la classification binaire, on a comparé différents modèles traditionnels d'apprentissage automatique. Je pense qu'on les a tous abordés durant les ateliers du DataTrek. On a suivi un cheminement en 3 temps successifs, c'est-à-dire qu'on a progressé avec de plus en plus de caractéristiques à donner en entrée à ces 4 différents modèles. On a commencé à utiliser, exécuter les modèles simplement en utilisant la pondération qui était fournie par TF-IDF sans aucune autre feature additionnelle. Ensuite, comme feature F2, on a utilisé l'analyse sentimentale à l'aide de V2. Ça, c'est un outil lexical là, qui a été traduit manuellement. C'est un outil d'analyse des sentiments qui est basé sur des règles. Et c'est particulièrement adapté aux sentiments qui sont exprimés dans les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Les résultats de V2, c'est vraiment des scores de polarité là, sur une échelle qui se situe allant de neutre vraiment à haineux. Là. Et dans un troisième temps, on a représenté les tweets avec des vecteurs numériques Doc2Vec. C'est une extension de Word2Vec, avec tout ça avec la librairie Gensim. Pour mettre en contexte un peu, Doc2Vec, ça convertit des phrases de longueur arbitraire en vecteurs de longueur fixe. Là. Ça a été fait aussi avec une architecture de distributed bag of words qui deviennent des mots environnants à partir d'un mot cible. Et en fait, la feature F3, c'était vraiment un peu une fusion de ces 3 features-là. Et on peut voir aussi à droite sur le graphique que vraiment ce qui semblait ressortir, c'est que la régression logistique avec TF-IDF, ça semblait être une combinaison assez puissante. Mathieu, je m'excuse vraiment, mais dans 1 minute, je vais vraiment devoir vous couper parce que nous, on a retenu les gens jusqu'à 19h, même si c'est vraiment super intéressant. Et puis, j'aimerais laisser la possibilité à Vladimir, Robert, de vous poser des questions. Oui, absolument. Je peux passer rapidement les prochaines diapos, là, vraiment très vite. On a aussi exploré un réseau neuronal avec Keras. On peut voir ici si ça récapitule l'image au centre, les différentes couches avec une couche en entrée d'embedding qui va prendre les vecteurs. À gauche, c'est vraiment le split, pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais en ensemble de données d'entraînement, validation et test. On a essayé de répartir 50-50 dans chacun des cas. Là, ici, la matrice de confusion, on peut voir qu'il y a beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire que le modèle a prédit à tort des tweets neutres comme étant haineux, mais ça s'explique par le fait possiblement que notre ensemble de données là, était très petit avec des modèles neuronaux. Ce n'est pas toujours évident de travailler avec des petites quantités aussi. Là. Et on a également sous-échantillonné la classe majoritaire, c'est-à-dire les tweets neutres. Donc voilà pour ça brièvement. L'amélioration possible, on avait la prise en compte des emojis. Je vais vous demander de conclure. Pas de souci. Désolé. Alors, oui, pour conclure, on souhaite remercier vraiment notre mentor Diego, les organisateurs du DataTrek, entre autres Ivado et tous les autres partenaires, également Corbit, qui m'a personnellement été d'une très grande utilité tout au long du DataTrek. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose pour ta part, Imen, pour boucler le tout. On remercie tout le monde, le mentor,
et l'équipe DataTrek pour cette formation super intéressante. Et voilà, c'est tout. Bonne soirée. Voilà. Merci. On vous remercie tous les deux aussi pour cette présentation et puis on vous félicite. Imen, j'imagine qu'il est très tard pour toi. Donc... Exactement. on va bientôt grave. te laisser partir. On va juste laisser peut-être les jurys poser une dernière question. Merci, merci beaucoup, Imen, puis Mathieu, Alex, de votre présentation. C'est vraiment une bonne méthodologie pour l'utilisation de textes et de méthodes de NLP en défi d'analyse. J'avais deux questions. Tout d'abord, est-ce que pour déterminer votre set d'entraînement, de validation, de test, est-ce que vous avez séparé les tweets en chaque groupe ou c'est séparer les utilisateurs qui ont fait des tweets? Si un utilisateur a fait 2 tweets, est-ce qu'il pouvait se retrouver simultanément dans 2 jeux de données? Parce que c'est sûr que une personne plus haineuse peut faire plus de tweets, puis ça pourrait contaminer si on veut les résultats. Puis ma deuxième question, c'est, tu as présenté ta matrice de confusion en termes de performance. Est-ce que tu as la performance en termes de l'art sur la courbe de ROC? Je peux répondre peut-être à la première question. Donc, oui, ça aurait été très intéressant, mais en fait, non. Dans un premier temps, on a pris les tweets bruts comme elles étaient et on a essayé de découvrir en fait les tweets haineux à travers directement sur ce tweet-là. Donc, on n'a pas pris en compte les utilisateurs, non, mais c'est une très bonne idée qui peut être explorée effectivement. Donc, non. Et sur le deuxième dataset, c'était un dataset déjà annoté qu'on a trouvé, qu'on n'avait pas la possibilité, justement, je pense, de prendre des utilisateurs. Il était déjà annoté, il n'était pas brut du tout, par contre, cette fois-ci. Donc, je laisse peut-être Mathieu ajouter quelque chose. Oui, pour la deuxième question, en fait, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux la reposer, s'il te plaît? Oui, tu avais montré, je pense, sur l'avant-dernière slide, la performance de l'algorithme qui était, disons, médiocre pour identifier les tweets haineux, des tweets pas haineux en termes de matrice de confusion. As-tu la performance représentée en termes de l'air sur la courbe de ROC? Non. Operating Characteristic Curve. Non? OK. Non, franchement, je ne connais pas ce terme, alors. Mais oui, c'était beaucoup de faux positifs parce qu'on a sous-échantillonné la classe. Je pense qu'il y en avait 800 tweets, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est quand même un corpus relativement petit. Et à mon avis, c'est pour ça que le modèle était biaisé là, envers les tweets haineux. Mais oui. Merci beaucoup. Donc, avant de vous quitter, je vais remettre encore une fois le lien vers le sondage pour la meilleure présentation. Puis, je voudrais vraiment remercier les randonneurs, les jurys, les mentors qui se sont beaucoup investis et puis toutes les personnes qui ont donné les ateliers. On a vraiment la chance de travailler avec une communauté dynamique et on était très heureux de pouvoir organiser ce randonnée grâce à vous cette année. Une dernière petite information, vos présentations vont être disponibles sur YouTube très bientôt.